Salut Vanessa. Salut Alex. Et toujours là, salut Xav, salut Théo, salut Alex, Toranetti. Ça va, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Salut Lucas, salut Mike. Allez, on va attaquer. Joel, ¿qué pasa, nene? ¿Cómo estás? Saludo guapo, cuídate mucho. Allez, on va attaquer. On va pas tarder à attaquer. Salut, bon anniversaire à toi, Zav. Tous mes vœux de bonheur, bon anniversaire. Faites ça bien, profite au max. Il est là, Guillaume Dino, il est là. Salut mon petit Guigui, j'espère que tu vas bien. Allez, on va commencer avec... on va commencer ce live avec Alex. Alors, Alex, on va inviter Alex. Alex, il est là. Salut Mike, j'espère que tu vas bien, grand. Et il est là. Salut. Salut Alex, on voit que ta barbe pour l'instant. Ouais, ouais, c'est pour Enzo ça. Ah, c'est pour Enzo ça? D'accord. Ouais. Alex, est-ce que tu vas bien? Bah écoute, pas trop mal. Et toi? Comment ça se passe le confinement? Bah ça va, écoute, entre voilà, quelques petites séances de sport un peu tous les jours là, et puis les lives, on va dire que ça occupe pas mal, mais bon, voilà, l'entraînement ça manque, sortir ça manque, voir du monde. Bon, quand je suis en train de m'habituer à plus voir de monde. Et ouais, c'est un peu la crainte de tout le monde, ouais. C'est ça, et limite avec les réseaux sociaux, tellement c'est en train de devenir trop, je suis limite content de pas avoir trop de monde, tu vois, en ce moment, je trouve que c'est bien. Mais bon, voilà, après, écoute, on fait... Entre les réseaux, la télé, tout ça, un peu ça commence à faire beaucoup, ouais. Complètement. Après, voilà, on fait aller, écoute, voilà, on prend son mal en patience, parce qu'on sait que forcément, on l'a pris nous, zone rouge, ça va prendre encore plus de temps que les autres, donc après... Ouais, de toute façon, nous, on sait pas trop. Avant-hier, on était en orange, hier, on était en vert, aujourd'hui, je sais pas trop en quoi on va être, donc on verra à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, bah, écoute, c'est Alex, on va commencer, hein, comme ça, on va rentrer dessus dans le vif du sujet, pour tous nos amis poloistes. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire un peu, voilà, d'où tu viens, quel est ton parcours, comment tu es venu au polo, on verra ça après, parce que c'est une question que j'ai. Est-ce que tu fais aujourd'hui, et puis derrière, on parlera un peu de ton palmarès, parce que, voilà, forcément, tu es entraîneur de jeunes au Pays d'Aix Natation. C'est ça, donc Alexandre Collin, moi j'entraîne au Pays d'Aix Natation depuis 4 saisons maintenant, donc on termine la 4e saison là. Donc je m'occupe de la catégorie U13, U13, U17 et U21 maintenant depuis 2 ans. Et cette année, j'étais adjoint avec Alex sur le banc des élites. Et donc voilà, 4 ans au Pays d'Aix, 4 ans totalement dans le monde du polo. Et donc voilà, ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'enfants à gérer, beaucoup de catégories, mais quand on aime ça se passe plutôt bien. Tu peux nous dire un peu ton palmarès depuis les 4 saisons que tu es arrivé au Pays d'Aix, qu'est-ce que tu as fait, dis-moi. Alors qu'est-ce qu'on a fait du coup, parce que j'étais pas tout seul. Donc on a été vice-champion de France en U17 la première année. Derrière Marseille avec la génération 2000. L'année suivante, on a été champion de France national 3 avec les U17 parce que on était parti sur un concept où il fallait qu'on joue un peu plus dans l'année, donc on s'était inscrit sur le championnat national 3 et on avait été sur les phases nationales. Donc j'avais les U17 et quelques plus aguerris entre guillemets pour apporter un peu de poids physique. Pour jouer contre des seniors. Cette année-là, on a été champion de France U17, donc du coup la même année avec les 2 titres.
L'année suivante, ça a été la mise en place du championnat U21. Donc on a été champion de France sur la première saison avec les U21 et on a terminé à la 3e place. Donc c'était l'année dernière, hein, à la 3e place en U17 quand on a joué les finales sous la nouvelle formule du Final 8 à Paris. Et puis donc cette année rien du tout. Donc cette année rien du tout. Ouais, on était en tête sur le championnat U21 cette saison, et puis bon ben voilà, avec toutes les conséquences que ce virus a pu prendre, voilà, la saison s'est terminée un peu plus vite que prévu. Bon, ça fait après tout le monde, c'est indépendant de notre volonté et de la tienne forcément. Donc après, on va dire que c'est exceptionnel, c'est quelque chose qu'on retiendra pas et que, comme tu dis, malheureusement non, parce qu'après voilà, c'est pas quelque chose qui s'aboutit parce que il y a ce virus et parce que voilà, tout le monde est obligé de faire pareil, donc forcément on peut pas se dire que malheureusement, parce qu'au final on sait pas plus que ça et que c'est un cas exceptionnel mondial, donc forcément. Oui, bien sûr. La seule difficulté pour les jeunes qui sont axés sur la formation, c'est que vu comme c'est des équipes qui fonctionnent sous forme de génération, c'est des générations qui finalement n'auront pas l'aboutissement de leur travail entre guillemets sur l'immédiat. Et c'est juste ça qui je pense frustre les jeunes plus qu'autre chose, puisque après dans l'idée c'est que les mecs ils arrêtent pas en septembre non plus, donc que la saison elle reparte, et que si on doit prendre plus de temps que prévu, on prend plus de temps que prévu. Ça c'est pas non plus très très grave. Ouais, tout à fait d'accord avec toi, et puis déjà toutes mes félicitations pour ton travail, parce que c'est quand même pas mal. En 4 ans d'arriver au PAN, d'avoir fait tous ces résultats, ça prouve que ça travaille bien et ça prouve qu'il y a de la qualité. Quand on fait du bon travail, il y a forcément toujours des résultats. Oui, sachant qu'en plus de ça, le travail le travail avait bien été fait avant, hein. Moi, je suis arrivé sur la génération 2000-2001, donc les U17. Bon, t'imagines bien qu'en U17, ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient dans les bassins. Donc voilà, on a récolté le fruit de nombreuses années de travail. Et voilà, c'est vrai que depuis quelques générations, on arrive à bien construire, et on se développe petit à petit, ouais. Ben, écoute, super. C'est une très bonne nouvelle, et puis c'est une bonne chose qu'un club comme le Pays d'Aix travaille aussi bien et d'aussi bons résultats en jeunes. J'espère que voilà, il sera suivi forcément dans les années à venir par d'autres clubs et que tout le monde travaillera la même chose. Mais on va y venir au fur et à mesure des questions. T'inquiète, j'ai tout qui est vrai. Alors première question, alors celle-là elle est béton, elle va nous mettre direct dans le vif du sujet. Alors selon toi, peut-on entraîner aujourd'hui comme on entraînait il y a 10-15 ans? Alors, je parle en termes, alors proprement dit en termes d'entraînement. Je sais pas si je pense en discutant avec d'anciens poloistes, forcément, ils ont dû te raconter leur vécu de ce qu'ils ont connu étant jeunes, et qui disent souvent aux jeunes, ouais, mais toi, t'as pas connu ça, ce que vous faites aujourd'hui, c'est assez tranquille. Ou un jeune à qui tu vas dire 5 fois 200, il va dire, oh, putain, c'est beaucoup, alors qu'à l'époque, on faisait des 10 fois 4 et compagnie. Et surtout, moi, j'aimerais surtout que tu me parles dans l'approche, parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte en fait que, si tu vois, à l'époque, quand un jeune commençait en senior, il arrivait et il y avait 12 seniors, 12 vieux entre parenthèses, et 2 jeunes. Et à ce moment-là, il fallait quand même arriver sur la pointe des pieds, montrer un respect infini, montrer qu'on avait la rage, qu'on avait les dents, qu'on s'entraînait comme des chiens. Et derrière, on va dire que ce respect se montrait à terme un peu de claque, un peu tu vois, un peu comme nos parents, tu vois, pour nous éduquer. Et en fait, on a abandonné un peu cette manière de fonctionner pour être peut-être un peu plus gentil, un peu moins violent avec les jeunes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est venu violent dans la manière verbale, de les agresser au quotidien, de leur dire putain mais t'es nul, t'es une merde, vas-y dégage. Et ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a remplacé justement une bonne baffe par des insultes incessantes, et je trouve que ça nuit au développement du minot, parce qu'aujourd'hui il faut se rendre compte qu'un mec arrive en première, il a 0 opportunité. T'as 7 étrangers d'un côté, l'école, les parents et
l'obligation de s'entraîner 9 fois et de toucher 0. Donc, est-ce que justement, voilà, comme à l'époque c'était différent, est-ce que pour toi, peut-on entraîner aujourd'hui comme on entraînait il y a 10-15 ans par rapport à tous ces facteurs globaux? Enfin, je peux pas te répondre oui ou non. La seule différence, c'est que forcément, le monde a évolué. Quand tu me parles voilà, moi j'ai connu ça aussi, ayant été un petit peu dans l'eau quand même, avec des plus grands, avec des seniors. Et comme tu parles d'arriver un petit peu sur la pointe des pieds parce que tu es le petit, parce que tu es le plus jeune. La seule petite anecdote que je pourrais donner là-dessus, c'est que je pense qu'il y a 10-15 ans, rien qu'en termes d'éducation, d'un point de vue global de l'enfant, de toute manière, les parents réagissaient déjà pas pareil. Il y a 10-15 ans, alors je dis pas que c'était courant, mais entre guillemets, ça choquait beaucoup moins de voir un parent mettre une claque derrière la tête ou mettre un coup de pied aux fesses à son gamin. À aujourd'hui, non, ça se passe plus. Enfin, ça se passe plus. C'est interdit d'ailleurs, les voilà, c'est pas une mauvaise chose non plus. Hein. C'est juste qu'on on est obligé de s'adapter. Tout le monde s'est adapté. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ça, quelquefois, il y a des petites différences. Et du coup, ben, ça en découle sur beaucoup de choses dont vous avez discuté sur les précédents lives, sur le fait qu'on a l'impression que les jeunes ont moins envie, sont moins motivés. On a l'impression qu'ils sont presque un petit peu nonchalants à arriver sur le haut niveau. Et je pense que c'est toute une... Je ne sais pas si on peut parler de génération, parce que je pense que ça peut même être propre à chaque sport. Moi, j'ai connu pas mal de sports, dont des sports individuels. À aujourd'hui, si je reprends l'athlétisme, la mentalité en soi, elle a pas énormément changé. Le gamin, il a 15 ans, il sait qu'il travaille pour lui et uniquement pour lui, et que si à un moment donné, il doit aller courir à 6 heures du matin et qu'il n'y va pas, ben, le problème, c'est que le week-end, la course, elle sera uniquement pour lui et pas pour le reste. Et qu'on est dans un sport collectif et que parfois, c'est vrai, je pense que certains comptent un peu trop sur les copains, sur l'esprit de groupe. Et donc du coup, ben voilà, ben deuxième question. Pour toi, quelles sont les meilleures approches en termes d'apprentissage? Es-tu favorable pour avoir un petit qui a une très bonne formation en natation, ou pour toi c'est pas un problème qu'un petit il arrive et qu'il commence direct par le polo et qu'il apprenne à nager en même temps? Ben, question compliquée, ça aussi. Hein. Ouais, la question elle peut être difficile dans le sens où il faut partir d'un principe que si on veut arriver à fonctionner correctement et si on veut avancer correctement, il faut partir du principe qu'avant 9 ans, on est sur des fondamentaux un petit peu généralistes. De 10 à 12 ans, il faut entre guillemets, il faut apprendre à s'entraîner. S'entraîner, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Arriver dans la tranche d'âge dite compliquée avec les débuts de l'adolescence, il faut s'entraîner à s'entraîner. Derrière, à 17-18 ans, il faut commencer à s'entraîner à la compétition. Et derrière seulement, vu comme on est sur un sport qui quand même se développe, bah voilà, c'est différent de la synchro. On n'est pas à 16-17 ans déjà sur vraiment du haut niveau. Donc on est encore sur un âge où on a le temps. Et à 19 ans, on doit s'entraîner, entre guillemets, à gagner ou à perdre, parce que les deux vont de pair. Hein. Donc c'est surtout ce processus-là. Après, qu'un garçon vienne de la natation, vienne d'un autre sport, pourquoi pas? De toute manière, il faut faire une différence entre l'âge chronologique, les années, 11-12 ans, et une différence avec l'âge biologique en fonction du gamin qui va t'arriver entre les mains. C'est-à-dire que si je prends l'exemple à 14 ans, je crois que les études qui ont été faites, c'est qu'à 14 ans, il peut y avoir une différence de 23 cm entre deux gamins et une différence de 18 kg, approximativement. Donc en fait, tu peux pas savoir si à 12 ans, si à 13 ans, le gamin, derrière, il va pas se développer comme un dingue ou pas. Et on a vu dans d'autres sports que même arrivé à 15-16 ans dans ce sport-là, on peut y arriver. Après, je pense que vu comme on est sur une activité aquatique avec des repères complètement différents, je pense que si tu n'as jamais appris
ou si t'as jamais baigné dans l'eau, entre guillemets, soit de la natation ou un sport aquatique, je pense que ça peut être vraiment, vraiment trop compliqué et voire impossible pour arriver, entre guillemets, à 14 ans, 15 ans. Pour moi, c'est déjà trop compliqué. Alors, une super question d'Aurélien, là. À partir de quel âge vous pensez que c'est intéressant de commencer à spécialiser les petits à un ou des postes? Alors ça, moi, j'ai mon opinion sur le sujet. Après, ça dépend. Ça dépend, en fait, déjà de la structure de ton club. Si tu as beaucoup peu de gamins, déjà, à la base. Moi, si je prends mes catégories, donc moi, je m'occupe des U13. J'ai la chance, on a la chance d'avoir une génération assez large depuis 2 ans, et ça uniquement grâce à une année d'âge sur les 2007 où j'ai 24 enfants qui sont 2007. Donc finalement sur les années d'avant, ça permet de travailler en quantité, et sur les années d'après aussi, parce que cette année d'âge fait qu'on est beaucoup. Donc là, autant te dire que je vais pas spécialiser. De toute manière, à 13 ans, si tu commences à spécialiser un enfant, bah ouais, c'est bien, il va arriver en U15. Si tu lui as appris à seulement en prendre ne serait-ce qu'un pourcentage de position en pointe et qui sait rien faire d'autre, en 15 ans, tu pourras strictement rien en faire, parce que le niveau va s'élever. Et si tu n'es pas capable d'avoir une palette, entre guillemets, d'aptitude, tu pourras pas avancer. Après, sur tout ce qui est 17, 18, 19 ans, tu commences forcément à te spécifier sur un poste. Mais après, il y a aussi les aléas. Moi, je me rappelle que la première année où je suis arrivé, j'avais Gabin Verweerd qui s'entraînait avec l'élite, qui était mon capitaine en 17 ans, qui lui avait été formé derrière. Sur cette génération-là, j'avais aucune autre défense pointe que lui. Donc à un moment donné, moi, j'ai commencé à les former, à pouvoir défendre derrière correctement. Et on a bien fait, parce que un mois avant nos finales, qui paraissait comme l'objectif de l'année, entre guillemets, on a fait un match d'entraînement, il s'est cassé le nez, et je l'avais pu sur la fin de saison. Et heureusement que j'avais des joueurs qui avaient été préparés à ça et qui étaient capables de faire autre chose. Donc, il n'était pas aussi fort que lui sur l'instant T, sur ce poste précisément. Mais à aujourd'hui, celui que j'ai fait remplacer à l'époque, c'est ma défense pointe en U21. Donc pour toi, est-ce qu'il y a un âge charnière où on peut essayer de développer la polyvalence des gamins entre U9 et U15, et peut-être à l'aube des 16-17 ans commencer à plus spécifier le poste, ou selon forcément la spécificité de chacun, forcément. Tu vas pas mettre un mec qui fait 15 kilos en défense pointe, on est d'accord, on est en pointe. De toute manière, ouais. Après, ça dépendra forcément. Ça fait des différences interpersonnelles de chacun. Mais en U13, en U15, tu peux pas précisément, sauf les gardiens, parce que bon, les gardiens, c'est cas à part. C'est même un sport que je considère à part. Mais tu peux pas spécifier les mecs, parce que après, finalement, tu leur bloques des accès. Tu leur bloques des accès, parce que si à 14 ans, tu lui dis, toi, tu joueras qu'à gauche, le jour où il doit partir dans un autre club, ou dans ton équipe, tu as besoin d'un mec à droite et qu'il ne sait pas jouer à droite, il n'est pas capable de garder un ballon mauvais bras, toi déjà tu mets l'équipe en échec, et tu mets aussi le gamin en échec. D'accord. Donc après, à la suite, ouais, bien évidemment, vu comme derrière, à partir de U17, U19, tu vas commencer à être dans l'optique d'amener les gamins sur l'accès à l'élite et au haut niveau. Donc de toute manière, maintenant, les entraîneurs d'élite, ils recherchent donc des mecs polyvalents, bien évidemment, parce que même à haut niveau, il faut le rester un minimum. Mais ils vont aussi chercher des garçons par rapport au poste spécifique. Complètement d'accord avec toi. Alors pour répondre encore une fois à Aurélien, qui nous dit je suis d'accord avec vous, par contre quand tu joues, alors attends, j'ai perdu deux. Quand tu joues des équipes qui ont spécialisé une pointe en U15 par exemple, c'est difficile. Mais après, c'est ce que disait Alex, et ce que je disais aussi, c'est que certains clubs n'ont pas le choix en fait. Ça dépend. Si tu arrives dans un club où tu n'as que 7 gamins, voire 8,
et que forcément, tu en as un qui a des prédispositions physiques et peut-être à un moment donné qui est plus à l'aise à un poste qu'un autre, forcément tu vas tout jouer dessus et c'est normal. Tu vas pas à un moment donné te priver d'une force d'un minot que tu as dans ton équipe et pour le mettre ailleurs. Tu lui apprendras peut-être plus tard quand tu auras un groupe un peu plus étoffé. Je sais pas ce que tu en penses. Après, de toute manière, dans l'idéal, si admettons, moi j'ai un joueur qui spécifiquement à 13 ans ou à 15 ans peut uniquement jouer en pointe, si en face t'es un petit peu intelligent, forcément tu vas réussir à mettre l'équipe d'en face en échec, parce que le mec, tu vas le faire nager. S'il est essentiellement en pointe, c'est qu'à un moment donné, il va être dans des dispositions sur l'aile ou à gauche, dans des positions qu'il n'a pas l'habitude, où il n'a pas l'habitude d'être, et c'est là que tu peux déjouer le bonhomme. D'où le fait de rester un petit peu élargi sur le plan de l'apprentissage. Enfin, c'est ça. Ça, c'est mon avis, mais je pense qu'on est beaucoup au niveau des entraîneurs à le partager quand même. Ouais, je pense aussi. Il y a une autre question pour les gardiens. Après, les gardiens, c'est un autre monde, les gardiens. Les gardiens en général, moi, on met toujours ceux qui n'ont pas envie de nager en gardien. Après, c'est la qualité principale. Alors, ceux qui n'ont pas envie, je suis d'accord, mais pas forcément ceux qui nagent le moins vite. Hein. Ouais, oui, ça, par contre, c'est vrai. Parce que les gardiens qui étaient très rapides. Parce que tu vois, j'ai vu Billy apparaître sur le chat tout à l'heure. Je me rappelle d'une séance en fin des entraînements élites où ils ont fait une australienne et Billy a été le premier à sortir de l'eau sur un 15 mètres sprint. Ouais, mais mec, sur une séance de 2 heures, un gardien, il faut rien, c'est normal. À la fin, c'est le plus spec. Au moment de la compétition, il a gagné. Alors, Man Babouloul, former des entraîneurs de gardiens serait bénéfique pour garder un bon niveau pendant la saison. Ouais, mais ça, après, c'est un autre débat, ça. C'est un autre débat parce que ça, c'est un débat de reconversion. Et on sait très bien qu'au niveau de la Fédé, je suis un TGV, lui, là. On sait très bien que c'est un gros manque à gagner. C'est le plus gros manque à gagner qu'on a en France. C'est-à-dire que les mecs ont un passé haut niveau très bon et qui pourraient aider justement à ce niveau-là, arrêtent le polo parce qu'ils en ont plein le cul, ils sont écœurés à la fin et qu'on leur propose rien pour venir aider les clubs et surtout se remettre dans le bain après une carrière. Donc, des gardiens, on pourra en avoir, mais le fait est que les joueurs préfèrent arrêter plutôt que de continuer. Non, et après, de toute manière, le poste de gardien est complètement à part, et c'est pas que dans notre sport. Hein. C'est pas que dans notre sport. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que même si tu prends un entraîneur qui a eu des facilités dans l'eau, qui a accédé sur le haut niveau dans le water polo, c'est pas pour ça qu'il aura des connaissances sur ce qu'il faut faire dans la cage, etc. C'est quelque chose qui est vraiment à part. Oui, mais ce que je veux dire, ce que vous voulez dire, je pense qu'en cas, c'est que forcément aujourd'hui, quand même, c'est le débat qu'on a eu la dernière fois avec Enzo et Guillaume. C'est que forcément, un grand joueur ne sera pas un grand entraîneur, mais en termes d'acquisition du haut niveau, du très haut niveau, forcément, il aura à un moment donné ce petit supplément technique qui permettra peut-être à un moment donné d'apporter une idée supplémentaire, forcément, ou quand tu n'as forcément pas, comme tu dis, c'est un sport très spécifique. Donc forcément, quand tu n'as pas connu ça, c'est difficile à un moment donné peut-être pour passer un cap, je pense. Après, ouais, ce qui est difficile, en fait, tu vois, la petite anecdote, il y a une période quand je suis arrivé à Aix, moi, voilà, au niveau de la cage, de toute manière, j'avais jamais été dans la cage, je m'étais jamais retrouvé en gardien. Sur des exercices spécifiques dans la cage, Alex demandait des exercices à Billy, que moi, si tu veux, je comprenais sur le mécanisme, etc. Mais à partir du moment où moi je ressens pas la chose, je peux pas derrière la retranscrire à partir du moment où je l'ai pas fait. Et je sais que sur une ou deux séances, je m'étais mis avec Billy dans l'eau pour justement comprendre ce qui se passait et comment fallait fonctionner sur cet exercice-là. Et je pense que c'est une approche que beaucoup devraient avoir parfois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, alors on en parlait la dernière fois, justement, c'était un sujet qui me plaît et qui m'intéresse. Une approche multisport dans les clubs serait-elle optimale
est bénéfique, d'après toi? Ça veut dire quoi quand on dit multisport? Ça veut dire Ça d'autres. veut dire peut-être à un moment donné essayer d'apporter une vision différente du sport co à tes jeunes ou de leur faire pratiquer un autre sport pour peut-être à un moment donné essayer de faire passer des choses qui peut-être coincent au niveau de la pratique, de l'apprentissage du polo parfois, je sais pas. Après, entre guillemets, tu prêches un convaincu dans le sens où moi, donc j'ai fait du water polo, mais à côté de ça, pendant ce temps-là, je développais d'autres aptitudes. Ça m'a permis de pouvoir faire des choses qui, je pense, si j'avais pas fait ouais, c'est comme des petits Lego en fait. Quand tu les assembles ensemble, tu feras forcément de plus belles choses avec plusieurs qu'une seule. Moi, je sais que en termes de fonctionnement, à Aix, parfois, j'ai beaucoup adapté de sport, mais dans l'eau. C'est-à-dire que j'ai développé des exercices on a déjà fait des matchs de basket dans l'eau, on a déjà fait des matchs de hockey, on a fait du hockey subaquatique, plein de trucs comme ça, tu vois, une connerie. Tout le monde connaît Harry Potter, tu vois, le jeu du Quidditch là avec plusieurs balles. Tu vois, le fait de retranscrire plusieurs choses en une, forcément, de toute manière, t'acquiers des compétences que tu ne peux pas avoir en faisant qu'une. Cette année, par exemple, bon, je vais avouer quelque chose que peut-être 90% des entraîneurs ne feraient pas, mais je sais que cette année, j'avais une génération de 2004 qui, en termes de vision de jeu pour moi, n'était pas assez aguerrie, avec beaucoup de lacunes là-dessus. Euh, pendant presque 4 mois, tous les vendredis après-midi, pendant 1 heure et demie, on était sur du foot. Sur du foot avec prise d'espace, prise d'information, sur le coéquipier, la défense, l'attaque, etc. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, même si on ne peut pas dire l'aboutissement parce que la saison s'est pas terminée, je sais que ça leur a apporté. Ouais. Et en plus de ça, après faut le faire. Ouais, après faut le faire intelligemment. Moi, j'ai pas eu blessé parce qu'on le faisait correctement, parce que l'échauffement, tout ça, tout se passait bien. Donc si tu sais ce que tu fais, à partir du moment où tu essayes de voir d'autres choses, ça peut être que bénéfique de toute manière. Après, c'est toute la problématique d'un entraîneur et d'un club. C'est le temps, c'est l'espace, après c'est tout ce qui se passe à côté. Ouais. La disposition des gamins aussi, j'imagine. Aussi, ouais. Alors pour toi aujourd'hui, quels sont les atouts d'une bonne formation et serais-tu favorable à une approche basique et commune à travers la France de l'apprentissage basique, je me répète, du water polo, c'est-à-dire les bases? C'était quoi le début de la question? Quels sont les atouts majeurs pour toi d'une bonne formation aujourd'hui? Question vaste. Ouais, et ben, je pense que les atouts majeurs seraient la communication. Ouais. Et du coup, je peux pas dire qu'elle l'est, puisque en termes de communication, pour l'instant, on est vraiment trop novice. Moi, je trouve que ça s'améliore du fait que je suis arrivé en tant qu'entraîneur il y a seulement 4 ans. Donc, je trouve que ça s'améliore. Quand je prends les clubs du Sud, parce que c'est avec lesquels je communique le plus, vu comme c'est nos championnats régionaux, je trouve qu'on communique de mieux en mieux, de plus en plus. Et en tout cas, pour moi, si on n'arrivait pas à le faire, je pense que je progresserais beaucoup moins vite. Ça serait pour moi l'idéal. Après, je sais que c'est compliqué, je sais que ça demande du temps, je sais que ça demande du partage, ce qui est souvent compliqué. Voilà, c'est souvent compliqué à demander. Mais après, voilà, là, tu me parlais de travailler sous forme d'une base à partir sur les plus jeunes. Sur les premiers pas de l'apprentissage du water polo, c'est-à-dire avoir une ligne de conduite, voilà, que quand tu arrives au bas, comme le pack de compète à la natation, ben, tu apprends à faire ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième,
et derrière, après, tu peux commencer à travailler avec cette base. Tu vois ce que je veux te dire à peu près? Ouais, en fait, l'idéal, ça serait de pouvoir. Nous, je sais qu'on essaye de le faire en interne dans notre club, c'est-à-dire on essaye de construire quelque chose pour que, voilà, par exemple, moi demain je dois partir ou demain je dois arrêter. Celui qui arrive après moi, il est encore une trame pour pouvoir travailler et qu'entre guillemets, le travail qui a été fait avant, il n'est pas perdu parce que l'entraîneur il part, tu vois. C'est pas quelque chose qui se perd derrière. Bien sûr que de toute évidence, pouvoir travailler communément sur un mini cahier des charges sur les plus jeunes catégories ou sur des compétences à avoir sur chaque catégorie, bien sûr que ça serait bénéfique, puisque en termes de logique, ça permettrait à des clubs qui sont déjà un peu plus esselés, qui ont moins de possibilités au niveau de la structure, au niveau de l'encadrement. J'ai pas envoyé des fleurs, mais moi j'ai la chance d'être atterri dans un gros club qui est déjà structuré. Moi je viens d'un club qui ne l'était pas beaucoup, je viens d'un petit club, donc la différence elle se fait là. Et je sais que ça aiderait énormément le water-polo français et derrière, si ça aide le water-polo français, de toute manière, ça aidera tous les clubs. Après, je sais que c'est très compliqué à mettre en place. Mais c'est très compliqué dans un sens et pas du tout dans l'autre. Pas du tout. Ouais. Faut que quelqu'un le fasse et que quelqu'un commence à travailler dessus. En fait, la solution, ça serait que les meilleurs. Je crois que j'avais répondu là-dessus. Bon, on en a discuté un point avec Enzo. Voilà. Si tu prenais les meilleurs formateurs, c'est-à-dire pas forcément qu'ils ont la science infuse ou que ce qu'ils disent c'est la stricte vérité. Après, tu peux très bien construire quelque chose, le développer, le mettre à disposition des clubs, et de toute manière, sur n'importe quelle catégorie, chaque entraîneur, de toute manière, amènera sa petite touche personnelle et amènera sa petite... C'est ce qu'il faut. Mais à partir du moment où tout le monde pourrait travailler sur une même base ou sur des compétences à acquérir pour arriver sur une catégorie, je pense que déjà, au-delà de tout ce qui se passe sur les regroupements équipe de France, je pense que quand les garçons se retrouveraient ensemble, en ayant un minimum d'ADN, entre guillemets, je pense que ça pourrait être plus logique. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que ce ne sera pas la solution, mais ça sera un apport indéniable de façon à ce que, de toute façon, comme le disait Guillaume Dino, le but n'est pas d'enlever la façon de fonctionner de certains entraîneurs, mais que ce qu'ils font eux soit un ajout, une plus-value, un élément ajouté à ce que la base peut t'apporter déjà en termes de compétences, comme tu dis. Bien sûr. Après, c'est comme tout. Moi, on est plusieurs entraîneurs. J'ai Alex au-dessus. Donc j'ai un peu l'effet d'une éponge, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent me plaire, il y a des choses qui peuvent m'attirer, il y a des choses que je ferais pas pareil, que je ferais différemment, mais parce que moi je le vois tous les jours, parce que j'ai la chance de pouvoir m'ouvrir à ça. Mais les gens qui sont dans de petits clubs et c'est souvent dans des clubs où tu as l'entraîneur qui est sur l'équipe senior et qui est sur toutes les catégories jeunes. Toutes les catégories, ouais. Voilà, mais si ce mec-là, entre guillemets, il est tout seul toute l'année, qui suit aucune formation, qu'il a aucun mec avec qui discuter, avec qui échanger, de toute manière, tu t'améliores jamais. Ouais. Tu restes toujours sur le même schéma. Et pire encore, tu t'uses à la fin et c'est destructeur. Tu t'uses toi et tu uses les gamins parce que psychologiquement, à faire la même chose de toute manière. Tout à fait d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, ça revient à ma prochaine question. Toi qui viens de l'extérieur, qu'est-ce que tu as pensé en arrivant dans le water-polo Qu'est-ce que tu as pensé en arrivant dans le water-polo? Quel bordel, c'est n'importe quoi. Non, là, forcément, d'individuel, collectif, c'était autre chose quand même. Après, pour la petite plus inconnue, dans le sens où de mes 10 11 ans à mes 15 ans, j'ai pratiqué le water-polo aussi.
donc ce petit cursus de formation. La seule différence, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, c'est que moi, j'avais un autre sport à côté. Et à un moment donné, arrivé à la sortie du collège, il fallait faire un choix. Et vu comme de toute manière, moi, mon choix a été fait depuis longtemps, je suis parti uniquement sur l'athlétisme et donc un sport individuel. Qui aurait pu me choquer, un événement, ça serait plus général. Parce que par exemple, ce qui pourrait le plus me choquer, c'est que sur mon premier déplacement, j'ai vu un de mes joueurs arriver au minibus et qui était en train de manger un kebab alors qu'on avait match le soir. Ça, c'est la petite anecdote qui m'aura le plus choqué. Ouais, non, tu fais des Big Mac ouais, juste avant l'entraînement, je pense, pour rugby. Non, c'est une culture qui est différente. Quelque chose qui est très difficile à mettre en place, je trouve, sur les catégories jeunes, c'est dès qu'on arrive, voilà, j'ai vu que tout à l'heure, il y a Nicolas qui intervient, c'est tout ce qui est sur prépa physique, sur réchauffement, on va en parler de tout ça. C'est ultra compliqué parce que... Déjà, je pense que tu dois le vivre, c'est déjà difficile et quasi impossible aujourd'hui de faire échauffer un senior correctement en termes d'élastique, en termes de posture, en termes de travail, de mobilité. Alors, c'est vrai que forcément, derrière, un jeune, c'est encore pire. Nous, alors pas pour lui envoyer des fleurs, mais nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir Enzo, d'avoir Enzo au PAN, et que lui, avec ses problèmes d'épaule... Ouais, le mec le plus blessé de l'histoire du waterpolo à mais du coup, sur tout ce qui est protocole d'échauffement, d'étirement, de préparation, si tu veux, quand les gamins ils arrivent au bord du bassin et qu'ils voient Enzo arriver un quart d'heure avant l'échauffement de tout le monde et partir un quart d'heure après, finalement le discours que nous on arrive à avoir avec les gamins, malgré tout ça prend un petit peu son sens. Parce qu'il n'a pas toujours fait, hein. Non, mais ça j'imagine. De toute manière, s'il doit le faire autant aujourd'hui, c'est que... Non, mais c'est vrai, après, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Et vous avez de beaux exemples comme ça, notamment Enzo, notamment un mec comme Delera aussi, notamment pas mal de joueurs aussi aujourd'hui qui sont de vrais exemples à suivre dans un club qui est magnifique et aussi beau que le vôtre. C'est sûr que c'est des atouts majeurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Après, Ruben, c'est une culture différente encore. Les Espagnols, c'est une culture très différente. Le Français, entre guillemets, il va toujours se dire avant le match, de toute manière, j'ai pas besoin de m'échauffer, je pense être le meilleur. Donc à partir de ce moment-là, de toute manière, ça peut être très compliqué. Les Espagnols sont dans un autre move, entre guillemets. Ouais, tout à fait d'accord. Prochaine question. Alors, quels seraient pour toi aujourd'hui les points essentiels à améliorer? Est-ce que tu es pour une incorporation la plus tôt possible d'un jeune en senior, c'est-à-dire qu'il intègre le plus tôt possible le cursus d'entraînement des seniors tout en restant dans ces catégories d'âge, pas forcément jouer, mais on peut dire que ça peut apporter un plus, ce qui a été le cas pour énormément de générations avant. Et est-ce que pour toi, l'U21 aujourd'hui est la formule la plus optimale qu'on peut proposer à un gamin? Ça fait beaucoup de questions et beaucoup de sujets de controverse, on va dire. À 17 ans, t'en as pas pour moi, hein, avant le championnat U21, à 17 ans, pour voir passer de 17 ans au championnat élite, de toute manière, pour moi, la marche, entre guillemets, était trop haute. En termes compétitifs, hein, je parle. En termes d'entraînement, évidemment que si tu as un garçon dans ton club ou plusieurs chez qui tu remarques des facultés et en qui tu crois un petit peu, ne serait-ce qu'un minimum, c'est-à-dire ne serait-ce qu'un minimum, c'est que c'est un garçon que tu vois continuer sur le moyen terme au moins. C'est que ce garçon-là, de toute manière, il apprendra pas mieux qu'en jouant avec des professionnels. Après, de là à le mettre tout le temps, peut-être pas.
mais après, il y a un juste milieu. Moi, je sais que, donc je parle un peu plus personnellement, mais nous, on a 3 2003 sur qui on parie un petit peu pour la suite, et qui l'année prochaine, je coupe le cordon, et ils vont s'entraîner uniquement avec l'équipe élite, parce qu'on a estimé que c'était le moment pour eux de passer le cap quotidiennement. Cette année, il le faisait de temps en temps. Il le faisait 2 à 3 fois par semaine. Et on a décidé que cette année, c'était le moment pour leur faire passer le cap. Peut-être qu'ils n'arriveront pas à le passer, mais en tout cas, c'est le moment pour eux de tenter, quoi. Tu vois, moi, j'ai joué pendant 6 ans en Espagne. Je sais que, par exemple, il y a 2 ans, j'ai joué à Sandré pendant 2 ans. Ouais. Et je sais que, par exemple, nous, tous les jours, le coach senior voulait que les plus jeunes, à partir de 15 ans, soient le plus souvent possible avec nous à l'entraînement, quitte à même les mêmes dans l'eau. Moi, je me rappelle une Coupe de France, je vais me mettre des tartes, Coupe d'Espagne il y a 2 ans, on avait fait rentrer un minot de 15 ans qui a joué presque une période, tu vois. Donc, est-ce que justement, peut-être aujourd'hui en France, on n'est peut-être pas trop frileux par rapport à ça, justement, de se dire, comme tu dis, que peut-être 17-20 ans, c'est pas encore la bonne période, peut-être que la marche est trop haute, mais justement, peut-être en les habituant plus tôt, est-ce que justement, on les amènerait pas dans cette configuration de se dire qu'ils peuvent peut-être donner, faire plus et apprendre plus tôt, ou pas? Après, je pense que c'est un assemblage de choses. Euh, de toute manière, ça dépendra toujours de l'entraîneur élite, de ses choix, de ses convictions, de ses avis par rapport aux différents individus. Derrière, ça va dépendre de l'attitude et de l'investissement du gamin. Si demain, j'ai un gamin qui est bourré de talent, mais qui arrive à l'entraînement et qu'en fout pas une devant des mecs de son âge, je ne me vois pas l'envoyer avec l'équipe élite. En plus de ça, derrière, en plus de ça, le boulot de toute sa génération, il est foutu en l'air, parce que le mec, il te met la honte sur les jeunes qui arrivent, parce que quand il arrive en élite, tu vois bien qu'il s'en tape un petit peu. Donc en fait, je pense que c'est un assemblage de choses. Mais évidemment que si le gamin, et quand je dis gamin, à 17 ans, il faudrait qu'il soit un peu moins gamin, justement. Mais si le garçon, il sait ce qu'il veut faire, si le garçon, il est motivé, il se donne les moyens pour pouvoir le faire, et qui te montre, que ce soit l'entraîneur des jeunes, que ce soit l'entraîneur des élites, et même aux joueurs de l'élite, qu'il a envie de venir, c'est-à-dire que quand il y a entraînement le matin et qu'il n'a pas école et qu'il fait l'effort de venir, qu'on est en vacances scolaires, et que lui n'a rien à faire et qu'il vient s'entraîner alors qu'il n'a pas entraînement avec les jeunes, tu vois, c'est tout un assemblage de choses qui, d'après moi, doivent inciter à le faire. Après, si ça, ils ne le font pas d'eux-mêmes, moi je sais que ça m'arrive souvent de leur pousser aux fesses pour qu'ils le fassent malgré tout. Je vois ce que tu veux dire. Complètement d'accord avec toi. Allez, on va finir sur les 2 dernières questions. Ouais. Alors aujourd'hui, on se rend compte que des sujets controversés ou sous-estimés, il y a une dizaine, quinzaine d'années, deviennent aujourd'hui des piliers de préparation de beaucoup d'athlètes. La prépa mentale, la méditation, peut-être un peu le yoga. Alors, est-ce que tous ces trucs sont adaptables au plus jeune âge, et si oui, vers quel âge? Ça aussi, vaste débat. Ouais, parce que ça, ça, on pourrait y passer des heures et des heures. Moi, de comment j'ai appris à travailler et de comment je travaille, c'est que en termes de modèle de performance mentale, on va dire, c'est qu'il y a plusieurs aspects. T'as l'aspect émotionnel, t'as l'estime de soi, t'as l'énergie. Derrière, ça engrange sur la motivation, sur la confiance. Derrière, tu es sur de la concentration, où tu peux avoir des ancrages sur des moments passés, sur des moments présents, sur une projection même future. Et ensuite, tu as la communication. Et tout ça va s'embriquer
sous une forme de pyramide, et l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire que si tu vas avoir une problématique ou une faiblesse sur l'un de ces points, c'est quelque chose que tu vas devoir travailler pour que la pyramide fonctionne correctement. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge. De toute manière, on est dans un sport collectif, ne serait-ce que la cohésion d'équipe, tu es déjà sur un travail et sur un coaching mental. Parce que la cohésion d'équipe, de toute manière, il y a des équipes sur lesquelles ça prend tout de suite, sur lesquelles ils ont un feeling, que ce soit à l'extérieur de l'eau, que ce soit dans l'eau, tu as un feeling qui se fait tout de suite. Mais tu as des équipes pour lesquelles ce n'est pas le cas, notamment des équipes de France ou notamment des équipes nationales, où forcément, parfois, ce feeling, il n'est pas le même, et tu as tout un travail sur la cohésion d'équipe, sur ce que je parlais, la motivation, la confiance envers l'autre, la confiance envers soi, et après, tu as tout ce qui est gestion d'émotion de quand tu es devant dans un match, de pouvoir rester devant et gérer tes émotions pour ne pas faire l'erreur qui pourrait te coûter, ou inversement, quand tu es derrière dans un match, gérer tes émotions parce que tu es derrière, tu es en train de courir après un score, ton match il est important, tu as le coach qui crie derrière, tu as les copains qui comptent sur toi ou qui commencent à ne plus compter sur toi. C'est tout un... Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, honnêtement, moi, la préparation mentale et le coaching mental, il est intégré à mon fonctionnement avec le groupe des U13, par exemple. Oui, parce que toi, tu as ces capacités en termes de... Tu as le droit de faire un gros bisou à Maurice. J'ai vu que tu es préparateur mental, toi, de toute façon. Ouais. Après, j'ai été formé pour ça, mais après, c'est aussi ma manière d'être. Hein. Il y a des gens pour qui... il y a chez des gens, ils n'ont pas besoin de se former en coaching ou en préparation mentale pour pouvoir être bienveillant et pour pouvoir travailler là-dessus sans même aller chercher des formations. Mais pour moi, c'est quelque chose d'inéluctable de toute manière. À partir du moment, en plus de ça, où tu travailles sur du collectif, on est tellement sur un assemblage de choses. Pour comprendre le fonctionnement d'un groupe, tu es obligé de passer sur le côté cognitif du coaching mental. De toute façon, ce que tu dis au final, c'est plus forcément une philosophie, une prise de conscience, une culture, que forcément plutôt que des réelles compétences d'acquisition à acquérir. En gros. Ouais. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut travailler fondamentalement. Bien sûr. Ouais, je pense. Et de toute manière. Je pense que c'est des choses qui manquent en France aujourd'hui, probablement. Bien sûr, et pas que dans notre sport. Hein. La préparation mentale, elle arrive tout doucement, elle se développe tout doucement. Moi, à l'époque, j'ai travaillé avec l'équipe de hockey de Dijon. C'était la première fois qu'ils arrivaient sur un coach en prépa mentale. C'était tout nouveau. Au départ, quand tu arrives sur... bon, aussi parce que j'étais jeune, j'avais le même âge qu'eux. Donc, du coup, ça fait encore plus bizarre. Mais quand tu as des garçons qui jouent dans un sport depuis 10 ans et qui sont déjà dans le cursus professionnel, ils assimilent ça tout de suite à du médical, à de la psychologie, alors que on est sur beaucoup de choses. On est sur le bien-être, le plaisir, la perf, le haut niveau, sur le management. On en a besoin à tous les étages, et même dans la vie de tous les jours. Hein. Moi, si je pourrais retenir quelque chose qui m'a le plus apporté en termes de formation ou en termes de cursus, c'est là-dessus. Ouais. Et c'est ce que, pour moi, on manque cruellement aujourd'hui en France à tous les niveaux, et notamment dans le water-polo. Bien sûr, et après, pas que sur les joueurs, hein, parce que même un coach... Non, mais moi, je suis plus focalisé sur ce qui est au-dessus que les joueurs. On est d'accord. Parce que je dis toujours, moi, de toute façon, les soldats sont à l'image du commandement, et forcément, quand il arrive, si tu as un commandement qui est pas forcément optimal, ben forcément, tes soldats, ils iront dans le mur. Toi, je te rejoins dans ce que tu dis. Pour preuve, quand j'ai fait ma thèse en coaching mental, le sujet, c'était que j'ai écrit je l'ai fait sous forme de petit livre, et entre guillemets, j'étais le coach, mais de moi-même.
Ouais. C'est-à-dire que j'étais en tant que coach de water polo, et du coup, je m'étais extériorisé du truc pour me coacher moi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs à qui ça ferait parfois du bien de se retrouver dans des moments de coaching. Et ouais. Que le petit Jésus t'entende. Que le petit Jésus t'entende, parce que tu prêches un convaincu, là. On ne partira pas là-dessus, parce que c'est un sujet qui m'énerve et sur lequel je suis très remonté et intarissable. Mais bon, voilà. On va finir par la dernière question. Alors, celle-là, elle est magnifique. Ouais. Quantitatif ou qualitatif? Et pourquoi? Ça s'arrête à quelle heure le live? C'est bon, on a fini, c'est la dernière. D'ailleurs, on enchaînera. La dernière. Elle est dure, celle-là. Ouais, c'est ultra vaste parce que dans un sens, l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux arriver sur des périodes d'entraînement où quelqu'un va beaucoup plus être sur du quantitatif que du qualitatif, ou inversement. Moi, je te dirais que sur le water polo, on est plus dans un modèle, on est dans une croyance de modèle où il faut aller sur du quantitatif. C'est-à-dire qu'on pense qu'en en faisant plus, ça sera forcément mieux. Moi, ma perception des choses, c'est que je ne fonctionne pas comme ça. Parce que ouais, j'ai d'autres expériences et que de toute évidence, par exemple dans le sport dans lequel j'étais, la quantité n'amenait pas forcément les bons résultats. Les performances. Voilà, c'était pas forcément les bonnes choses à adopter. Tu peux prendre un mec qui va courir 1h30 tous les jours à la même allure tout le temps, toute l'année. C'est pas forcé qu'un jour il devienne ne serait-ce qu'un bon coureur. Par contre, tu vas prendre quelqu'un qui va sortir 45 minutes et qui va faire des séances intelligentes et qui va, comme tu dis, être beaucoup plus sur la qualité que sur la quantité. De toute évidence, il sera meilleur. J'ai eu le discours avec un de mes garçons. T'es un parti pris, t'inquiète, cette question. Ouais, non, mais tu vois, j'ai eu ce discours-là avec un de mes garçons la semaine dernière. Quand je les ai pris en entretien, voilà, pour la suite aussi. Et je lui ai dit, il passe en espoir. L'idée, c'est que, tu vois, cette année, comme on parlait de la préparation mentale tout à l'heure, j'ai senti que psychologiquement, tu sens qu'il y a comment dire, il y a une petite fragilité sur peut-être une lassitude de l'activité, tu vois. Et j'ai senti que cette année, quand il arrivait à l'entraînement, zéro souci avec lui, hein, mais quand il arrivait à l'entraînement, à s'entraîner 8 fois, 9 fois, il arrivait mais à 80%. Tu vois, 80% du potentiel qu'il pouvait mettre sur chaque entraînement. Je lui ai dit, l'année prochaine, si on peut partir sur un autre dispositif et que par contre tu arrives au lieu de 8 entraînements et que tu viens à 6 entraînements mais que sur les 6 entraînements tu es à 100%, moi je signe pour les 6 entraînements. Parce que je préfère avoir des garçons qui vont exercer le maximum de leur potentiel à un instant T, qui du coup est sur l'entraînement, plutôt que d'être sur la quantité pour faire du moins bon travail. Je prêche un convaincu, encore une fois. Moi, c'est ce que j'ai appris les 2 ans où j'étais en Espagne, où j'ai travaillé avec Ballard et où lui, on arrivait, c'était 45 minutes de haute intensité à 110-120%. Et après, une fois que tu avais fini le travail qui était imparti, c'était fini. C'est-à-dire qu'ils ne te jetaient pas les ballons derrière pour faire du shoot. Ils ne t'envoyaient pas un exercice de mise en place. Tu avais fait ton travail, tu t'étais donné à fond. Il estimait qu'en te voyant sortir tout rouge, tu étais allé chercher au plus loin que ce que tu pouvais. Fini, basta. Ce soir, on viendra, on travaillera ce qu'il faut travailler en termes de travail. Comment on dit? Bien sûr, après. Ouais. Ah, bonne question de Lotman. Comment tu vas convaincre les autres jeunes que lui s'entraîne moins? Comment tu vas convaincre les autres jeunes? Forcément, à cet âge-là, il y a de la jalousie. Que lui s'entraîne moins que les autres, au final. J'ai pas besoin de convaincre le gamin. J'ai juste besoin de lui expliquer le pourquoi du comment je fonctionne comme ça. À partir du moment où l'autre à côté s'entraînait 8 fois à 100%, forcément, au bout d'un moment, il deviendra meilleur. Et il prendra sa place. C'est la seule justification que tu peux donner. Parce que de toute manière,
on est dans un sport que je considère vraiment ingrat, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu t'investisses à 200% pour devenir l'un des meilleurs et pour pouvoir évoluer à haut niveau. Si tu arrives à l'entraînement et que tu n'utilises pas chaque seconde de ton entraînement pour être efficient, de toute manière, pour toi, ça sera beaucoup plus compliqué que les autres. Là, c'est pour Joy, c'est pour toi. Bah écoute, super. Bah écoute, Alex, on a fini là. C'était le mot de la fin, je pense. Et tu as. Quel mot? Très, très beau, très belle fin. J'aurais pas pu finir mieux. Et écoute. Cela, il veut terminer. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à toi. Enrichissant pour moi. Moi, je me suis régalé. Après, forcément, je t'ai posé des questions pour moi qui sont pertinentes et intéressantes et en rapport complètement à ce que tu fais toi et ce que tu vis aujourd'hui. Parce que moi, je suis pas formateur, je vois pas, mais je vis là-dedans depuis 25 ans et je vois par où je suis passé, comment je suis arrivé et comment aujourd'hui on fait les choses. Et je pense que pour moi, c'était une très belle analyse et quelque chose de très important qu'un entraîneur comme toi prenne la parole et vienne parler de tout ça parce que je pense qu'on a tous besoin d'en parler, comme tu dis, de la communication. Et je pense que ça ferait énormément de bien au polo si tout le monde pouvait forcément adhérer à la même philosophie de... Oui, mais l'idée, c'est comme faire fonctionner une équipe. Hein. Tu arrives à faire fonctionner une équipe quand tout le monde va dans le même sens. À partir du moment où tu as un ou deux maillons de la chaîne qui commencent à se disperser, forcément, tu vas arriver sur des situations où ben, tu ne seras pas dans les moments les plus glorieux que tu puisses être. Forcément. On est tout à fait d'accord et je suis tout à fait d'accord avec toi. Alex, voilà. Je te remercie. J'espère te croiser bientôt, très très bientôt même, le plus tôt possible, histoire qu'on puisse discuter tout ça de vive voix, un petit café, une petite bière, justement. Enfin, plus une petite bière, un café. D'ici là, porte-toi bien et puis à bientôt. Ouais, ça marche. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao et grand merci. Allez, pour ceux qui sont chauds à continuer, on va recevoir Nico Bianco, on va parler de pro, on va parler des pros, de tout ce qui se rapporte aux pros en gros. Préparation physique, blessures, etc., etc. Donc pour ceux qui sont chauds et encore motivés pour suivre le live, je coupe et je me reconnecte de suite à tout de suite. Ça va être en explosion capillaire, c'est un truc de malade. Jérôme Chastanier, comment vas-tu? Salut Jérôme. Lucas, toujours plaisir de te voir, toujours fidèle au poste, ça fait plaisir. Salut Cyril, toi aussi. Quelle assiduité. Romain Rissard, comment vas-tu mon petit rototo? Ça fait plaisir de te voir. Théo, allez, on va enchaîner avec Nico Biancoli, préparateur sur plus de la préparation pour les seniors et les pros, forcément, mais voilà, vu que ah là, quel bel homme, mais quel bel homme. Ça va, ma gueule? Ouais, mesdemoiselles, déconnectez-vous. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Hein. Bah, écoute, comme tu as vu, un sacré débat. Ouais, très intéressant. Il y a énormément de choses qui ont été dites et forcément, on va rebondir sur toutes ces choses. Forcément, il y a des questions qui seront similaires parce qu'on est d'accord, ce qui marche forcément chez les plus jeunes et ce qu'on peut essayer d'importer chez les plus jeunes marchera forcément chez les vieux parce qu'on se sert forcément d'un exemple, d'un modèle qui peut être croissant ou décroissant forcément selon les catégories et qui peut être intéressant pour tous. Donc voilà, donc on va te présenter, hein, gros, tu vas dire un peu qu'est-ce que tu es, d'où tu viens, quoi. Du coup, je m'appelle Nicolas Biancoli, je suis préparateur physique depuis une dizaine d'années maintenant et je viens pas du tout du water polo à la base, quand même du milieu aquatique, mais je viens de la natation. La natation qui a été mon sport principal, mais pas que. J'ai fait aussi du sport co, j'ai fait aussi des sports de combat. Donc, voilà, je fais un peu de tout, principalement de la natation quand même. Et je suis arrivé dans le water polo avec l'équipe de France féminine. Je suis arrivé par la grande porte, comme on dit. Préparateur physique pour l'équipe de France féminine pendant 1 an et demi. Il y a 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça.
Et après, à partir de l'Olympiade, après 2016, recruté par le CNN, Noisy-le-Sec, Jonathan Moriamé, et toujours avec eux depuis. Donc c'est la 4e saison, on finit la 4e saison là. Et est-ce que ça se passe bien pour toi? Ça se passe très bien, écoute. Ça se passe très bien. On a fait que progresser depuis que je suis arrivé, donc écoute, c'est top. Hein. Bah écoute, on va se lancer dans le vif du sujet, si tu es d'accord. Vas-y. Et on va commencer forcément par la même question que j'ai posée à Alex. C'est peut-on entraîner aujourd'hui comme il y a 10-15 ans? Et forcément, bon, toi et moi, parce qu'on échange forcément tous les jours, et nous, on a notre façon de voir et comme on en discute tous les jours. Mais voilà, forcément, les gens sont là aussi pour connaître ce point de vue et c'est quand même intéressant. Donc, est-ce que forcément pour toi, voilà, la question, est-ce qu'on peut entraîner aujourd'hui comme il y a 10 ans ou 15 ans? C'est ce que disait Alex tout à l'heure. En fait, on est dans un sport qui a une culture de la quantité, de la fatigue, du travail, de l'entraînement, de se donner tout le temps à fond, tout le temps. Plus on en fait, mieux c'est. C'est ce dont je me suis rendu compte en arrivant dans ce sport. J'imagine que ça vient quand même principalement de l'ex-Yougoslavie, de toutes ces nations, de tous ces pays, de tous ces fonctionnements en fait qui ont un petit peu développé ces idées parce qu'on a voulu les copier vu que c'était les meilleurs pendant toutes ces années. Et je pense qu'on se rend compte maintenant que avec déjà l'évolution psychologique du joueur, avec l'évolution des connaissances, avec toutes ces évolutions là, que c'est peut-être encore une bonne solution, mais que c'est pas que ça. Qu'il y a peut-être d'autres systèmes, il y a peut-être d'autres façons de faire. Je pense un petit peu au fonctionnement latin avec l'Italie, l'Espagne, qui est que j'imagine, d'après ce que tu me disais, d'après ce que disait Mike, d'après ce que disaient un peu tous les joueurs qui sont passés par là-bas, on est un peu plus dans le travail. Je vais pas dire plus intelligent parce que ce serait très péjoratif pour tout ce que les autres ont fait. Je dirais dans le travail, dans l'optimisation, exactement. Je trouve que le terme est pas mal. Dans l'optimisation du temps que tu as à disposition, dans l'optimisation de l'intensité que tu vas vouloir mettre à l'entraînement, dans l'optimisation aussi psychologique du joueur, c'est-à-dire qu'un joueur pendant 2h30, 3 heures d'entraînement va être déjà physiquement à 100%, allez, on va peut-être dire sur 30-45 minutes sur ces 3 heures. Et même psychologiquement, va être concentré, va être motivé la première heure et demie. Et puis après, il va forcément baisser en intensité psychologique, en volonté, peut-être être un petit peu blasé par les entraînements, les enchaînements, ce genre de trucs. Et du coup, diminuer un petit peu les temps d'effort, diminuer un petit peu les durées d'entraînement. Je pense que c'est peut-être pas plus mal, surtout avec les générations qui arrivent, qui sont plus du tout dans cet état d'esprit de je vais m'entraîner 25 heures par semaine, 30 heures par semaine pour essayer de jouer 3 minutes, parce que bon, je parle des jeunes, hein, pour essayer de jouer 3 minutes avec la pro. Et psychologiquement des générations qui sont un petit peu différentes. Et du coup, plutôt que de forcer tout le monde à s'adapter à la manière dont le sport a vécu, pourquoi pas nous s'adapter un peu plus aux générations qui arrivent, tout en gardant l'idéologie principale de ce sport, qui est quand même un sport physique, un sport intense, un sport où tu peux pas arriver à performer si tu t'entraînes pas. C'est vraiment un sport qui demande beaucoup d'abnégation. Après, bifurquer un petit peu vers on en parlait du qualitatif de tout ça, bifurquer un petit peu vers motiver le joueur en fonction de ce que lui le motive, et pas forcer le joueur à suivre notre motivation et notre fonctionnement. Oui, voilà. D'accord. Je pensais que tu allais enchaîner en fait, je pensais que je alors, tous les ans, comme je dis, voilà, de nouvelles méthodes et de nouvelles approches évoluent en termes de préparation.
Si tu devais pour toi en sélectionner quelques-unes ou qui pour toi, je pense que personnellement, sont les meilleures, quoi. On parle de préparation physique. Voilà, exactement. C'est ça. Donc préparation physique pour les adultes. Donc exactement. Voilà, U17 minimum. Hein, ouais. Ok. Donc du coup, nous à Noisy-le-Sec, on intègre la préparation physique très très jeune, mais donc à différents niveaux forcément. La préparation physique, ce que j'appelle la préparation physique d'adulte, on commence à partir de 16-17 ans en fait, avec vraiment la génération U17 qui commence à s'entraîner avec soit entre eux avec moi, soit même qui viennent de temps en temps s'entraîner en musculation, en prépa physique avec les pros. Déjà pour voir un petit peu comment font les pros, parce que c'est intéressant aussi pour un jeune, pour un U17, de se basculer un petit peu dans autre chose que uniquement comment les pros sont dans l'eau, voir un peu comment ils sont en muscu, voir un peu comment ils sont pendant l'échauffement, pendant est-ce qu'ils s'étirent pas, est-ce qu'ils font de l'élastique, est-ce qu'ils font pas d'élastique, qu'est-ce qu'il faut parce que nous on a beau rabâcher des choses, il n'y a pas meilleure vitrine qu'un professionnel, tu vois, pour un jeune. Même si moi, je vais leur dire 10 fois par jour, oubliez pas votre élastique, ayez-le dans votre sac, c'est toujours important pour vous échauffer un petit peu avant machin. Bah, le jour où il va voir Mathieu Pesson prendre son élastique, pas gagné. Bon, je vais dire alors Émile Morgensen prendre son élastique, hein, s'échauffer pendant une bonne dizaine de minutes, les articulations, un peu de cardio et tout ça. Derrière, le jeune, il va se dire, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qu'il faut faire pour arriver à ce niveau-là. Du coup, donc les principales choses qu'on fait, nous, enfin que moi je fais en préparation physique, c'est un gros travail de force. Un gros travail de force qu'on a mis en place d'ailleurs avec le kiné et le doc à Noisy-le-Sec, avec des tests isocinétiques et puis derrière toute une planification sur le développement de la force. Parce que de par mon vécu et parce que de par ce que j'ai appris et vu sur d'autres préparations physiques et d'autres préparateurs physiques, c'est vraiment ce qui marche, même au niveau aquatique, même si les appuis sont différents, même si le toucher, voilà, tout ça est différent. Progresser en force max et en force orientée puissance, c'est vraiment ce qui va permettre aux poloistes d'être le mieux dans l'eau, le plus à l'aise, le plus en comment dire en phase avec ce qu'il a envie de donner dans l'eau. On a une légende qui vient d'arriver sur le chat, Mac Brisfer, Marc, le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Marc Brisfer, une légende du Tourcoing water polo, les enfants de Neptune. La bise à toi, Marc, j'espère que tu vas bien, gros bonjour à toi. Alors, voilà, justement, on va repartir un peu plus dans la formation. Quelles seraient pour toi les qualités de travail primordial physique à bosser dans la formation des jeunes pour les amener justement à un plus haut niveau en termes de water polo? Bah, idéalement, il faudrait qu'ils tentent du coup à arriver vers de par ce que moi je pense, arriver à ce travail de force. Et pour arriver à ce travail de force, pour toi, il y a un âge charnière, barrière ou le plus jeune âge, plus on commence jeune la préparation physique, mieux c'est. Après, dans la préparation physique, on met tout et n'importe quoi. Le jeune, à partir de, donc nous à Noisy-le-Sec, on commence avec les U11, donc les 10-11 ans. Et 10-11 ans, on va leur apprendre déjà à se sentir dans leur corps, à comprendre un petit peu la motricité, surtout avec les nouvelles générations. Je parle du 93, hein, donc dans le 93, on a quand même des générations de jeunes qui sont pas du tout moteurs, qui sont jeux vidéo et kebab. Et qui savent pas courir, qui savent pas sauter, qui savent pas qui savent nager puisqu'ils sont un petit peu dans l'eau depuis quelques années, mais qui ont une motricité très très réduite. Voilà, comme Denis et Sanka. Par exemple. Et donc moi ce que j'ai mis en place dès que je suis arrivé, en fait, c'est tout ce travail moteur sur dès le plus jeune âge, donc dès les 10-11 ans, avec apprendre
courir en marche arrière, apprendre à sauter par-dessus une haie, apprendre à se relever une fois que tu es tombé, apprendre à faire une pompe, apprendre à prendre conscience un petit peu de la position de ton corps dans l'espace, en gros, c'est ça, tu vois. C'est vraiment, donc voilà, ça c'est vraiment au plus jeune âge. Et puis après, plus on monte vers les U13, U15, plus on va commencer à travailler un peu sur la technique, la posture, renforcer un petit peu le centre, c'est-à-dire la force qu'ils ont à devenir indéformables. Donc du gainage, beaucoup de travail de posture sur tous les muscles du dos, les épaules, et c'est à cet âge-là aussi que j'ai commencé et que maintenant Théo, puisque c'est Théo qui s'occupe des jeunes maintenant, commence à leur apprendre à s'échauffer avec un élastique, sans élastique. Pourquoi s'échauffer, à quoi ça sert surtout, parce que dire de s'échauffer c'est bien, mais s'ils n'ont pas compris à quoi ça servait, il n'y a aucun intérêt. Et c'est ce que disait Alex tout à l'heure, le fait d'avoir un sportif comme Enzo qui arrive un quart d'heure avant pour faire lui-même son propre pré-échauffement avec l'élastique et derrière faire l'échauffement avec l'équipe, ça c'est parfait. Donc pour les jeunes, voir ça, c'est l'idéal. Et du coup, comprendre pourquoi, c'est encore mieux. Donc on est là, travail de posture, travail technique à poids de corps, ou alors avec des bâtons, commencer avec un petit peu de matériel, mais du matériel très léger. Et à partir des 15 ans, commencer à mettre un petit peu de charge, parce qu'ils peuvent déjà, parce que en étant rentré dans l'adolescence, en fait, physiquement, je parle des garçons et des filles, hein, c'est la même chose chez les filles. Dès la puberté, en fait, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient commencer à travailler avec des charges un petit peu plus élevées. Donc tout est relatif, hein, on est d'accord. Tout est relatif, mais commencer à apprendre à utiliser le matériel qu'ils utiliseront plus tard pour la préparation physique une fois qu'ils auront atteint l'âge adulte ou pseudo-adulte. Et du coup, dès les 15 ans, on commence à leur faire travailler un peu d'haltéro, un peu de renforcement musculaire sur machine, sur banc, avec des barres, avec des haltères, avec des élastiques toujours autant. Très très axé technique. Très très axé technique pour que ça devienne vraiment des automatismes et avec beaucoup d'explications sur pourquoi et sur pourquoi on fait comme ça et pas comme ça. Pourquoi est-ce que c'est tout bête, hein, mais pourquoi est-ce qu'il faut avoir le dos dans cette position sur un squat et leur expliquer, parce qu'ils vont pas forcément le sentir vu que les charges sont pas encore très élevées, mais leur expliquer que sur un squat, si ton dos il est pas forcément positionné de la bonne manière, c'est là où tu risques la blessure, comme il s'est arrivé à machin, à truc, à bidule. On a tous des exemples dans les équipes, avec les équipes dans lesquelles on travaille. Lui, dans sa jeunesse, voilà, il a peut-être fait différemment et il s'est blessé, c'est machin. Ça veut pas dire que les miens vont pas se blesser, hein, mais on limite au maximum tout ça. Et surtout, j'essaie de leur montrer aussi que c'est pas parce que un étranger fait d'une manière que c'est la bonne manière et que c'est pas parce qu'il a joué dans des équipes nationales au top niveau que ce qu'il fait en musculation c'est des choses qui sont à reproduire, parce que je me suis rendu compte du coup depuis ces 4 ans que je travaille avec Noisy que en plus nous à Noisy c'était quand même beaucoup des joueurs qui viennent d'Europe de l'Est, d'ex-Yougoslavie, tout ça. Les techniques sont pas forcément optimales et sécurisées, on va dire, surtout. Et les notions aussi de leur placement et tout ça, en fait, sont pas forcément au top. Du coup, je préfère plutôt leur expliquer, leur montrer et prendre l'exemple des Français qui sont passés par l'INSEP, parce que clairement l'école qui a été faite sur la prépa physique à l'INSEP, ça a été pour moi la meilleure de ce qui a été dans le water-polo français. Et du coup, plutôt prendre l'exemple des Français et de certains joueurs étrangers qui viennent de pays un peu plus récents en termes de préparation physique.
et pas forcément regarder que celui qui a le meilleur palmarès, tout ça. D'accord. Bon, d'accord. Ben, écoute, ça me paraît un beau programme et puis c'est important justement aussi aujourd'hui dans un sport qui est plus que physique de commencer avec de bonnes bases et les meilleures bases possibles, sachant que forcément, oui, les pays de l'Est travaillent différemment, mais c'est leur façon de travailler. C'est ça, c'est pas parce que c'est leur façon que c'est la meilleure et qu'il faut que nous on recopie à la lettre. Exactement, et c'est pas parce que ça devient des animaux en travaillant comme ça que forcément on en deviendra en travaillant de la même façon. Exactement. On va partir sur le même sujet qu'on a débattu avec Alex, mais encore une fois, j'ai dit aujourd'hui à tout le monde, il y a eu l'appréciation et la réponse de l'entraîneur et du préparateur un peu mental. Là, on est sur le préparateur physique, voilà, celui qui amène les joueurs à vraiment partir sur les meilleures choses. Et là, on est vraiment au cœur du sujet parce que forcément, on va peut-être pouvoir le plus de développer. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, voilà, on se rend compte que des sujets controversés ou sous-estimés à l'époque, il y a 10-15 ans, sont en train de devenir des piliers de la préparation des athlètes, comme la prépa mentale, la méditation, le yoga, etc. Est-ce que tu penses que ces atouts soient un atout indispensable pour une équipe professionnelle ou un athlète pro? C'est la question de la pluridisciplinarité, comme tu disais tout à l'heure. En fait, plus un athlète a de cordes à son arc, mieux il sera dans l'eau. Donc, faire suivre une seule préparation physique, une seule technique, ça va le développer d'une certaine manière. Mais s'il se trouve dans l'eau, dans une situation où son corps en fait n'a pas forcément été habitué, et c'est là où il va se rendre compte de ce point faible en fait, de ce petit maillon de chaîne en fait qui est un peu plus faible que les autres, et du coup qui va porter préjudice à sa performance. Parce que clairement, c'est la recherche de performance qui prévaut surtout dans un sport de haut niveau, dans un sport professionnel. On veut que le sportif soit performant. Pour être performant, déjà, il faut pas qu'il soit blessé. Et pour être performant, il faut qu'il ait vu le plus de choses possibles et qu'il ait fait le plus de choses possibles et différentes pour qu'il puisse, en fonction de n'importe quelle situation, réagir de manière performante. Du coup, la musculation, la préparation physique, l'haltéro, c'est très bien. Il y a plein d'autres choses à faire en préparation physique. Moi, j'aime pas mal mixer un peu tout ça en fait sur les séances avec 2-3 exercices de pilates qui sont quand même le pilates pour moi, donc il y a un renforcement un travail postural, un postural et un renforcement sur les muscles profonds qui va déjà bien augmenter la force du sportif, puisque on va réduire en fait ces maillons faibles de la chaîne, on va les renforcer. Du coup, les transferts de force vont pouvoir être bien meilleurs. Et en plus, ça permet aussi aux sportifs, comme je disais, de découvrir autre chose. Alors qu'il aime pas, très bien, tu vois, ça c'est pas un souci, mais au moins il aura essayé. Au moins, il aura pris conscience de ça. Il aura vu que dans cette position, il est peut-être moins fort, moins à l'aise. Du coup, est-ce qu'il pourrait pas essayer de progresser aussi comme ça? La même chose pour la souplesse. Je sais que la souplesse, c'est pas forcément des notions qui sont très. Je te vois grimacer. Des notions qui sont très par rapport au water-polo que toi t'as connu et par rapport au water-polo dont on parlait il y a 10-15 ans. Mais moi, je me rends compte, et à n'importe quel poste, hein, on parle autant des gardiens que des pointes, que des défenseurs, que des joueurs qui sont sur les ailes, tout ça. Un joueur qui est souple se blessera moins, déjà. Un joueur qui est souple va se sortir de situations beaucoup plus facilement qu'un joueur qui l'est pas. Et un joueur qui est souple va développer plus de force qu'un joueur qui l'est pas. Donc, une fois qu'on a compris ça, la souplesse, c'est primordial. Garçon, c'est pour ça que t'es pas fort, c'est parce que t'es pas fort. D'accord, écoute, merci pour ton analyse. Alors justement, toi, en tant que préparateur physique, est-ce que une approche multisport dans un club serait pour toi une matière optimale et bénéfique, sachant que forcément, quand on est pro, on a toujours peur des blessures? Exactement. C'est très très important chez les jeunes. C'est toujours le même système, hein. C'est apprendre à ton corps à bouger, apprendre à ton corps à réagir à des situations.
Du coup, plus tu vas faire de sport, d'activités différentes, de pratiques différentes, plus tu vas être mis dans des situations différentes et plus tu pourras réagir à ces situations si tu les rencontres derrière. Du coup, chez les jeunes, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, dès les U11, U13, U15, nous on fait beaucoup de jeux, beaucoup de courses, beaucoup de travail sur autre chose que la préparation physique du water polo, pour les amener dans cet état-là, en fait, dans cet état d'esprit-là. Après, plus on va monter vers les professionnels, et plus ça va être difficile déjà de faire passer le message, que ce soit à l'entraîneur, que ce soit au joueur lui-même. Et puis, il va falloir faire attention aussi aux pratiques qu'on propose, parce que du coup, le sportif étant moins habitué, peut-être qu'il va y avoir plus tendance à se blesser, des articulations qui sont moins sollicitées. Du coup, si on les sollicite trop sur une période, ça va peut-être pareil porter préjudice au sportif. Du coup, en dehors de la période de compétition, oui. Pendant la période de compétition, beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est vraiment... mais c'est uniquement pour comme je disais, hein, un sportif performant, c'est un sportif qui n'est pas blessé. Du coup, éviter de les blesser pendant les périodes de compétition, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Ouais. Mais par contre, chez les jeunes, ouais, grave. Les jeunes, sports différents à fond. Terrestre, aquatique, individuel, collectif. J'ai tiré énormément ma force du basket à l'époque. Mais bien sûr. Bien sûr. Moi, minimum 2 heures au basket tous les jours, sachant que je m'entraînais entre 2 et 4 heures tous les jours, donc forcément derrière. Non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, ça a été prouvé. Les meilleurs sportifs, les sportifs qui durent le plus longtemps et les sportifs qui performent le plus sont les sportifs qui ont pratiqué d'autres sports que leur activité. La spécialisation à outrance est pas bonne. Spécialiser un joueur, un sportif trop jeune, ça ne l'amènera jamais au plus haut niveau. Et ça a été prouvé, on a tellement d'exemples là-dessus. Tout à fait d'accord avec toi. Prochaine question. Quelle est pour toi l'approche optimale aujourd'hui en termes de préparation sur une saison de water polo? Commencer tôt déjà, parce que vu... Est-ce que tu es du genre, voilà, je l'ai mis quelque part, mais je sais plus où je l'ai foutu. Ouais, genre charger début de saison, être un peu plus cool, ou charger toute la saison, ou pas trop charger, y aller crescendo, hein, en fait. Quelle est pour toi aujourd'hui en tant que préparateur physique ta vision optimale de la préparation d'une saison de polo? Moi j'ai appris et j'ai continué du coup après apprentissage à fonctionner comme ça, à fonctionner sous forme de cycle ou de bloc. Des cycles qui durent 3-4 semaines, avec une semaine de décharge derrière pour récupérer un petit peu, et comme ça progresser sur les différentes qualités physiques que je vais vouloir développer. Sur une saison, du coup, idéalement, il faudrait qu'il y ait au moins un bloc, voire 2 entiers avant le premier match. Du coup, ça fait commencer, pour nous, avec un championnat qui commence souvent fin septembre, début octobre, il faut pas commencer plus tard que mi-août. Tu vois, je pense que la première, deuxième semaine d'août, c'est bien pour commencer une préparation. Si on veut prendre le temps, justement, de mettre en place tout ce qu'on a envie de mettre en place. Si on est un petit peu plus pressé par le temps, ça devient plus compliqué. Là, tu es obligé de faire des choix dans ce que tu avais prévu et de pas pouvoir tout faire. Du coup, idéalement, commencer début août, mi-août par préparation physique générale, ce que tout le monde appelle la PPG, et préparer le corps en fait à toute la charge qu'on va lui demander pendant tout le reste de l'année, pendant toute la saison. Donc c'est là que les charges vont être progressivement, hein, forcément pas dès la première semaine, mais c'est sur ces périodes-là que les charges vont être les plus élevées, les fatigues les plus ressenties et le tonnage aussi, la charge développée, le poids total en fait de charge poussée ou tirée le plus haut. Avec des répétitions qui sont plus longues, des séries qui sont plus longues, vraiment des organismes qui sont fatigués sur ces débuts de saison là. Et plus on va se rapprocher déjà du premier match
et en fonction de ce que l'entraîneur va donner aussi, des matchs importants, en fait toutes ces échéances là dans l'année, parce que tous les matchs ne sont pas importants de la même qualité. Du coup, il y a des matchs sur lesquels on va pouvoir peut-être un peu plus fatiguer le sportif, et des matchs où il va vraiment falloir qu'il arrive au pic de sa forme. On va pouvoir comme ça faire évoluer forme et fatigue du sportif, du joueur, pour justement qu'il arrive au moment donné, le jour J, le moins fatigué possible, le plus prêt possible, le plus fort possible, le plus puissant possible, en fonction des qualités qu'on a voulu développer chez le sportif. Et psychologiquement aussi qui se sentent le plus fort. Tu vois, c'est pas uniquement quelque chose de physique et de mesurable, c'est aussi cette qualité mentale de se sentir fort, de se voir puissant, de se savoir, de dire je vais aller dans l'eau et je vais tous les défoncer, quoi. Ouais, bon, ça c'est une question. Qu'en est-il de la préparation nutritionnelle dans le waterpolo polo français? Bon, alors ça c'est une question. C'est une question un peu. Non, si, c'est très important. Ça fait partie de toutes les. Ouais, mais bon, c'est pas un truc qui est. Ouais, c'est malheureusement parce qu'on est encore dans un sport qui est aux prémices de son développement. C'est pas encore les choses en fait sur lesquelles on est focus. On est encore trop sur, on est encore sur l'entraînement lui-même, la tactique, la technique du sport, la préparation physique qui est quand même là depuis quelques années, la préparation mentale qui commence à arriver. La nutrition, pareil, on en parle un petit peu, mais c'est léger. Donc nous à Noisy, en fait, on a notre médecin, Dr Lynn, qui est aussi qui nous aide beaucoup sur la nutrition. Donc c'est vrai que là-dessus c'est quand même pas mal, avec des formations en début d'année aux sportifs en anglais et en français pour que même les étrangers puissent, alors on va pas dire changer leurs habitudes alimentaires, mais peut-être faire évoluer en fonction de si jamais ils ont des carences ou des trucs comme ça, si le doc leur décèle ce genre de trucs. Mais non, la nutrition c'est super important. C'est super important. Alors, toi, maintenant que tu as pas mal d'expérience dans ce domaine, quelle serait une semaine type pour toi, une semaine idéale en termes de préparation physique et polo, notamment en liant après musculation, natation, polo? Et pour toi, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui dans la communauté du water polo pour être optimal dans cette partie de l'entraînement? Est-ce qu'on parle de pré-saison ou de pendant la saison? Est-ce qu'on a les matchs les week-ends ou pas? Dans la saison même. Là, on est dans la saison même. Donc ça veut dire que le joueur a joué samedi et il rejoue le samedi d'après. On fait une semaine comme ça, quoi. Okay. On est en plein milieu d'une saison, on est en plein milieu de saison et on a une semaine type où il y a tous les matchs qui s'enchaînent et qui sont assez disputés et importants. Ouais. Donc on est plus dans une période de développement des capacités physiques. On est dans une période où on va chercher plutôt à maintenir ses capacités, à être un peu plus sur le détail, à être un peu plus sur la qualité, beaucoup moins sur la quantité de travail, que ce soit en natation, que ce soit en préparation physique. J'imagine même ce qu'il faudrait que ce soit aussi le même système dans le water polo en lui-même. Être beaucoup plus sur la qualité des entraînements et moins sur la charge globale, le nombre d'heures d'entraînement passé dans l'eau. Mmh. Et du coup, donc le joueur joue samedi soir, il se repose le dimanche. Idéalement, il faudrait que dès le lundi matin ou le lundi midi, en fonction des créneaux de piscine et tout ça, ils remettent un peu les pieds dans l'eau. Avant ou après une séance de muscu, ça pourquoi pas, mais qui remettent un peu les pieds dans l'eau dès le début de la semaine, quitte à faire uniquement un peu de long, un peu de ce que les footballeurs appelaient le décrassage il y a 15 ans. C'est retoucher l'eau, retrouver un petit peu les sensations, parce que la journée du dimanche, elle a été pleine de courbatures, pleine de penser les bobos, s'il y a eu des bobos. Si jamais il y a eu victoire, peut-être qu'il y a une soirée derrière, du coup il faut récupérer. Bon voilà, donc le lundi matin comme ça, et puis dès le lundi soir, on peut commencer à bosser correctement. Sur la préparation physique, en étant un petit peu plus spécifique là-dessus, moi j'aime bien commencer fort en début de semaine.
Il y a certains joueurs, je sais qu'ils comprennent pas, qui râlent un petit peu, mais comment c'est fort en début de semaine, ça permet vraiment de remettre directement le corps dans le bain et de directement pouvoir préparer en fait toute la semaine et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place dans la semaine jusqu'au prochain samedi, au prochain match. Du coup, dès le samedi soir, commencer en fonction de là où j'en suis dans ma planification, hein, mais de commencer dès le lundi. Et nous, à Noisy, on a 4 heures de préparation physique. Donc là, je fais 3 heures de préparation physique type muscu et 1 heure, 3/4 d'heure où on est plus sur quelque chose d'un peu plus doux, on va dire, en fonction de où j'en suis, pareil, dans la saison, avec soit du travail un petit peu plus axé sur travail de gainage, mais moi, ce que j'appelle le gainage, c'est pas forcément faire la planche, mais un travail un petit peu plus qualitatif sur la stabilité des articulations, sur la mobilité des articulations, sur pourquoi pas continuer à faire un peu de souplesse pour détendre un petit peu les muscles qui ont été sollicités en début de semaine. Donc voilà, on essaie de caler ça comme ça. En fin de semaine, c'est alors ça dépend aussi de comment la semaine est planifiée dans chaque club, mais chez nous, il n'y a pas de préparation physique le vendredi, même si je pense que ça pourrait être une bonne chose pour vraiment arriver le samedi en étant au pic, en faisant une petite séance le vendredi très très quali, très très puissance, pas fatigante, mais en gardant l'intensité pour être le samedi au top, tu vois, et pas avoir cette uniquement de uniquement de l'aquatique le vendredi, avoir quand même touché une barre, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire et moi, ouais. Ça serait pas mal et je suis tout à fait d'accord avec toi sur la. Après, voilà, ce qui est bien, c'est que toi et moi, on a un peu la même façon de voir les choses et on se parle assez pour avoir les mêmes façons de voir et de penser, ouais. Même si c'est assez difficile pour toi de me faire adhérer à certaines choses parfois. Mais il n'y a pas de souci, moi attends, moi j'ai plus rien à t'apprendre, Mathieu. T'as fait toute ta carrière et quelle carrière. Donc si moi je peux t'apporter 2-3 petits trucs, c'est parfait. Mais en même temps, est-ce que t'as vraiment besoin de moi? Ah oui, quand même. C'est marrant tout seul. D'ailleurs, t'as fait ta séance aujourd'hui ou pas? Non, dimanche, non. Dimanche, je fais rien. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça marche. Dimanche, on ne s'entraîne pas, que ce soit en club ou en équipe de France, n'importe où. On ne s'entraîne pas. Il n'y a pas d'entraînement dimanche. Dimanche, je prie, je vais à la messe, moi. Ça marche. Toi, Noisy Sec. Donc bon, on va finir sur 2 petites questions. Vas-y. Forcément, pour toi, qui est une des plus importantes, pour en discuter souvent avec toi, la prévention. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans le sport de haut niveau actuel. Surtout sur des sports professionnels où il commence à y avoir un petit peu d'argent, où on sait que un joueur qui joue pas et qui a quand même, enfin voilà, un club va vouloir payer un joueur et le payer pour qu'il soit performant. Du coup, un joueur blessé, c'est un joueur qui fait perdre de l'argent au club. Et donc la prévention, elle rentre à fond là-dedans, dans ce qu'on appelle la prophylaxie, donc la prévention des blessures. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour prévenir les blessures? Merci Denis. Merci Denis. Et comment on va faire pour limiter au maximum en fait ces blessures? Donc, une saison sans blessure, j'en ai pas connu encore. Après, une saison avec des grosses blessures, j'en ai pas connu beaucoup non plus. Ce qu'il va falloir faire, c'est dès le début faire prendre conscience aux joueurs de tout ce qu'il va pouvoir mettre en place pour prévenir ces blessures. Et pour prévenir une blessure, comme je disais tout à l'heure, il va falloir qu'il soit souple, donc plus souple que ce qu'il était. Si jamais il l'était pas, hein, bien sûr. Après, je vais pas non plus lui demander de faire des écarts dans tous les sens, mais travailler sa souplesse, une souplesse dynamique, limite les blessures, renforcer à mort les épaules, puisqu'on sait que les articulations de l'épaule, c'est les articulations qui sont les plus sollicitées au water polo avec les hanches. Du coup, travailler vachement sur le renforcement de l'arrière de l'épaule principalement, ce qu'on appelle la coiffe de rotateur, avec des exercices de fixation, des exercices de rotation, des exercices principalement sur le travail excentrique qui va améliorer justement cette force sur les petits muscles qui sont là pour stabiliser l'épaule.
et de la recentrer vers l'arrière, parce que la plupart du temps, les sportifs qui sont dans le milieu aquatique ont les épaules qui sont vachement vers l'avant. Du coup, il faut vraiment réouvrir tout ça, retirer tout ça vers l'arrière. Moi, ce que j'ai mis en place aussi, c'est j'essaye du coup avec ces exercices d'élastique plus toute la préparation physique un petit peu plus classique, d'avoir un ratio en fait sur le haut du corps tirage poussé de 2 pour 1, c'est-à-dire que un sportif, à mon goût, un joueur de water polo, pour qu'il soit performant et qu'il ait des épaules saines et fortes, il faut qu'il tire 2 fois plus que ce qu'il pousse dans la semaine, par exemple, tu vois, sur une semaine complète. Donc, il va falloir, en plus des exercices de tirage en musculation classique, en plus des exercices de poussée en musculation classique, il va falloir rajouter des exercices élastiques avec des exercices de fixation, des exercices au sol, tout ce genre de trucs qui vont pallier au décentrage de l'épaule qui est dû à la pratique du water polo et à la pratique de la natation. Voilà. Et après, tout le travail sur les jambes, tout le travail sur le transfert de force bas vers le haut, ça forcément comme dans tous les sports, parce que même si on a des appuis fuyants, les appuis viennent quand même des jambes, et il faut transférer ça vers le haut du corps pour être le plus puissant possible. Il faut que le corps soit le plus gainé possible. Là, je me pose une question, ça va lancer un autre débat forcément. Que penses-tu des étirements après l'effort? J'aime bien laisser le joueur en fait faire comme il a envie après l'effort, parce que il y a des joueurs qui se sont jamais étirés après l'effort et qui se sont jamais blessés. Et en même temps, il y a des joueurs qui ont cette sensation d'être un petit peu tendus, gorgés de sang, enfin voilà, congestion, tout ça, donc très refermé. Et c'est là où l'étirement très léger, dans le sens où c'est pas un travail de souplesse, mais la relaxation du muscle sous la douche, par exemple, tu vois, fin d'entraînement, tu vas sous la douche, tu passes un quart d'heure sous la douche, tu t'étires un peu les bras, tu t'étires un peu le dos, tu t'étires un peu les jambes. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma carrière de sportif. Après, je l'impose pas. Je préfère faire ce travail de souplesse sur une séance dédiée à ça. Mais en fin de séance, je leur apprends, je leur explique, je leur apprends les mouvements. Si jamais, parce que c'est les jeunes par exemple qui savent pas forcément s'étirer ou comment étirer certains muscles, je leur apprends à le faire. Après, je force personne à s'étirer à la fin de l'entraînement. Voilà, c'est vraiment chacun qui ressent un peu ce qu'il a besoin. Il y en a qui vont s'entraîner après une grosse séance, il y en a qui vont s'étirer après une grosse séance, il y en a qui vont pas le faire. C'est eux qui gèrent ça. Ça reste des sportifs professionnels qui connaissent leur corps par cœur, presque par cœur. Et du coup, j'aime bien laisser chacun faire comme il veut. L'échauffement pour ça, c'est important. Ça, c'est important. Active ou passive. Ça, l'échauffement, c'est la chose la plus importante de la journée du sportif. Parce que c'est là où il va pouvoir préparer son corps à faire tout ce qui va lui être demandé derrière. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de water polo qui aiment pas ça. Et j'essaye, par contre, là, de les forcer un petit peu. J'aime bien, même si c'est juste faire un petit peu d'élastique, un petit peu de travail de mobilité, un petit peu, aller se poser sur 2-3 minutes sur une machine pour faire 2-3 mouvements avant de commencer le gros de la séance, ou même ne serait-ce qu'avant d'aller dans l'eau. Il faut toujours réveiller ses articulations, réveiller ses muscles, faire monter un petit peu la fréquence cardiaque, et après on est prêt pour tout, et après on se sent de toute façon beaucoup plus libre, dans le sens où les articulations ont déjà bougé, donc on n'a pas à les refaire bouger. Le cœur a déjà un petit peu battu un peu plus vite, donc on n'a pas à le réchauffer derrière au début de la séance. Enfin, on a tous connu ça, hein, plonger sans ne pas s'être réchauffé du tout. Les 10 premières minutes, elles sont horribles. Alors que si tu as déjà tourné un peu les bras, bougé un peu les épaules, fait un petit peu monter le cœur, enfin voilà, dérouiller un petit peu les hanches, tout ça, tu arrives dans l'eau, t'es déjà bien. Ah voilà, Serge, je viens de répondre à ta question. Et du coup, il y a une deuxième question de Serge, c'est un échauffement type. Non, ouais, mais bon, tu viens de le dire. Non, tu veux que je parle de récupération active aussi? Mais ça dépend où est-ce qu'on en est dans la séance. Si on est en pleine séance, la récupération active fait mieux récupérer que la récupération passive. Ça a été scientifiquement prouvé.
faire un aller-retour, genre nager souple pendant 50 mètres, 100 mètres entre deux grosses séries de natation, tu récupéreras mieux que si tu restes sur place accroché au bord. Ça a été prouvé. Donc, de récupération active à fond. Après, faire 10 bassins souples à la fin du match, pareil, c'est le joueur, je pense qu'il faut forcer personne. Parce qu'il y en a qui seront saoulés. En même temps, il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a qui vont faire leurs 10 bassins. Il y en a qui vont avoir besoin d'aller s'étirer sous la douche. Il y en a qui vont pas avoir besoin. Enfin, voilà. Tout ce qui se passe à la fin de l'entraînement, moi, je pars du principe que c'est aux sportifs de gérer. Je parle pas de chez les jeunes. Chez les jeunes, c'est différent. Mais je parle pour les pros, tu vois. Pour les pros, pour le pro, je veux pas forcer un pro à faire, même si ça peut lui faire du bien, s'il a pas envie, il a pas envie, il est saoulé parce qu'il a perdu, ou alors il a envie de fêter ça parce qu'il a gagné, et ben, bim, il sort, tu vois, et s'il a envie de se faire ses 10 bassins, il fait ses 10 bassins parce qu'il sait que ça va lui faire du bien, ça va le détendre un petit peu, ça va lui relâcher un petit peu, j'en sais rien, moi, les épaules, si jamais il a les épaules un petit peu tendues, ça va lui relâcher les jambes si jamais il a les jambes un petit peu lactiques. De toute façon, chaque sportif est professionnel et chaque sportif a sa façon de concevoir le professionnalisme. Exactement. Ce qui lui sert, ce qui lui sert pas, et ce dont il a besoin, ce dont voilà. il a pas besoin. Après, moi, je suis plus là pour aiguiller, pour aiguiller le sportif si jamais il a des questions, si jamais il est pas au courant de certains trucs. Après, je pars pas du principe qu'un professionnel, je dois le forcer. Après, si ça part dans une dynamique collective, forcément. Oui, mais c'est différent. C'est pareil, j'en sais rien. Moi, allez, je vais parler d'une punition, par exemple. Tu vois, l'entraîneur est saoulé. Il dit bah vas-y, fais-leur du physique parce que ils m'ont saoulé sur cette séance, tu vois. Donc là, oui, là, tout le monde va être forcé de faire ce que je vais leur proposer. Mais on est dans une toute autre. C'est pas du tout la question, quoi. Donc voilà, donc écoute, merci pour ça. On va passer sur la question de Philippe et je terminerai moi en disant que moi je fais partie des joueurs qui pensent que la récupération active c'est quelque chose qui a été inventé par les entraîneurs pour arriver à la fin de l'entraînement quand il en reste 5 minutes. Donc c'est pas moi qu'on la fera forcément. Question de Philippe. Ouais, je la vois. Qu'en penses-tu? C'est parfait. C'est pareil, tout ça c'est basé sur des études scientifiques. La récupération par le froid, la cryothérapie, corps entier principalement, c'est ce qu'il y a de mieux pour récupérer d'une grosse séance. En termes de sensations, en termes de performance sur les jours d'après, c'est ce qui a été prouvé comme le mieux. Après, déjà, il y a pas grand monde qui ait des salles de cryo corps entier. Ils ont je parle de l'INSEP par exemple. L'INSEP où ils ont à peu près tout et qui sont juste suivis par les chercheurs, les médecins et tout ça. Beaucoup de sportifs qui sont à l'INSEP ou qui font des stages à l'INSEP ou quoi passent par la cryo après une grosse séance, passent par les bains froids, passent par l'alternance froid-chaud, passent par voilà toutes ces méthodes de récupération un peu nouvelles, un peu récentes, un peu qui viennent des laboratoires, c'est sûr, hein, c'est des choses qu'on a testées en laboratoire, mais en même temps, le froid, ça a toujours été, c'est quelque chose qui est ancestral. Se soigner par le froid, ça a toujours été là. Donc en gros, ils ont rien inventé, ils ont juste cherché, ils ont juste codifié, ils ont juste tant de temps dans l'eau froide, tant de temps dans l'eau chaude, tant de temps dans une cryo corps entier à telle température. Voilà, tout ça, ça a été testé. Maintenant, il y a des protocoles qui ont été mis en place. Et ben, pourquoi pas s'en servir, quoi? Pourquoi pas s'en servir, vu que c'est des choses qui ont été prouvées. Je pense que ça peut que être mieux. Mais est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu as l'accès? Est-ce qu'il y a pas moyen de alors faire un bain froid? Il y a rien de plus simple, hein. Tu prends une poubelle avec des glaçons, c'est déjà très bien. Ça permet déjà de relâcher vachement de choses. La cryo corps entier, on est sur quelque chose qui coûte beaucoup plus cher, mais qui est encore plus efficace, c'est sûr. Donc voilà, est-ce que après chaque fin de match, ils bien sûr, avec des glaçons et de l'eau froide et bim bam. Alors ils sont peut-être plus à la poubelle maintenant, Léon, maintenant qu'ils ont plus d'argent. Mais à l'époque, oui, le rugby, c'est ce qu'ils faisaient aussi. Voilà. Après, nous, on est dans un sport aquatique, donc on s'est toujours dit, est-ce que retourner dans un bain froid après un match, après avoir passé 1h15, mais je pense que ça pourrait être bénéfique. Mais j'en suis même sûr d'ailleurs, parce que moi, c'est ce que je faisais quand je nageais, mais. Ton match à comment ça
s'appelle, à, À Montreuil. à Montreuil, tu vas pas les péter à Noisy pour faire un match. Non, mais je suis d'accord. Il y a des clubs qui, on prend l'exemple souvent de Marseille parce que c'est, à mon sens, la structure la plus adéquate pour le sport de très haut niveau. Marseille, tu peux aller te faire un bain froid dans la minute qui suit ton entraînement et c'est parfait. Et c'est parfait parce que plus tu le fais, exactement. Après, c'est toujours pareil. C'est une question de moyens. Sur quoi tu mets l'argent que tu as? Est-ce que tu mets l'argent sur la récupération? Est-ce que tu mets l'argent sur les joueurs? Est-ce que tu mets l'argent sur, j'en sais rien, moi, les réceptions après match? Est-ce que tu mets l'argent sur le matériel de muscu que tu vas acheter? Tout à fait d'accord avec toi. Tout ça reste une question de moyens et comme tu l'as dit, de politique. Et de connaissances aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ces connaissances-là et du coup, c'est vrai que c'est bien ne serait-ce que d'en parler au début, avec le doc, avec le kiné, avec l'entraîneur, avec le manager, avec la présidente, avec voilà. Pas de doc et pas de manager. C'est compliqué aussi. C'est ça, voilà, on parle du très haut niveau, donc du coup on commence à avoir un petit peu d'argent, mais il y a des clubs qui sont en National 1, en National 2, qui n'ont pas forcément accès à tout ça et qui, je pense, pourraient, avec un système un peu plus débrouillard, arriver à faire des choses très bien sans beaucoup de moyens. Il y a pas forcément besoin d'avoir énormément d'argent pour bien récupérer et pour bien s'entraîner. Tout à fait d'accord. C'est toujours la même question. Donc, de toute façon, on va pas polémiquer là-dessus. C'est comme ça. Et puis, il faudra que chacun travaille en fonction de ce qu'il veut. De ce qu'il a et de ce qu'il veut. Dernière question, en gros. Allez, la même que Alex. Alors, pour toi aujourd'hui, qualitatif ou quantitatif et pourquoi? Même réponse que lui. Hein. Ça dépend quand. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, il y a des périodes où il va falloir charger pour fatiguer le corps et pour que physiologiquement, en fait, il y ait cette amélioration de performance. En fait, c'est comme ça que on entraîne un corps. Hein. On le fatigue pour que derrière il récupère et qu'il y ait ce petit rebond en fait de performance et qu'on arrive à cumuler en fait tous ces petits rebonds mis bout à bout. En fait, on améliore la performance du sportif. Du coup, il y a des phases où il va falloir charger et il y a des phases où il va falloir se reposer. Et tout ça dépend de ce que l'entraîneur t'a fixé comme objectif et comme échéance. Parce que tu bases en fait toute ta planification de préparation sur les différentes échéances que l'entraîneur te donne. Donc si moi, par exemple, John me dit, voilà, sur la phase aller, tu as 4 matchs super importants, et ben sur ces 4 matchs, je veux qu'ils soient au top. Par contre, sur ces matchs-là, ou peut-être que l'équipe est trop forte et du coup je sais qu'on gagnera pas, bah peut-être qu'on va pouvoir les fatiguer un peu plus pour pouvoir arriver le week-end d'après ou 2 week-ends après sur ce match coup près, sur ce match où il faut pas perdre, sur ce match où il faut que les joueurs soient au top du top. Et du coup t'alternes en fait entre quantité, même si il faut toujours qu'il y ait de la qualité dans la quantité. Après c'est des choses qui sont faciles à dire, mais faire de la quantité pour faire de la quantité sans regarder la technique, la qualité qui a été mise, impliquée par le joueur ou mis en place par l'équipe. Là, je vois pas un grand intérêt. Mais oui, il y a des moments où il faut plus. La question, c'est à la base. Mais comme vous êtes des professionnels, vous partez plus sur forcément le fonctionnement de votre boulot, mais moi, c'est la question. Ma question, elle est là-dessus. Alors, je te dirais qualité. Voilà. Moi, je te dirais qualité parce que on s'est rendu compte, en fait, que tu peux avoir des meilleurs gains en bossant moins, mais en bossant plus quali. Voilà. Tu vois, pour moi, un sportif de haut niveau, c'est un joueur qui doit être feignant dans le sens où il faut pas qu'il fasse plus que ce qu'il faut. Tu vois ce que c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais il faut pas faire trop. Voilà, faire trop, ça n'a jamais donné plus. Faire trop, souvent, c'est délétère. Faire trop, souvent, ça surfatigue, ça peut blesser, ça peut dégoûter, ça peut démotiver. Il faut être efficace, il faut être efficient. Voilà, on est vraiment dans l'efficience. Il faut en fait que chaque minute, chaque kilogramme soulevé, chaque goutte de sueur qui tombe, eh ben, elle serve à quelque chose. Voilà, il faut optimiser au maximum déjà le corps humain parce que voilà, il a ses limites.
Donc plus on va fatiguer un corps et moins il sera performant derrière. Et il faut optimiser aussi le mental parce que faire des choses qui alors après, il faut aussi que le joueur fasse confiance à son entraîneur. Parce que l'entraîneur, il a peut-être une vision un petit peu plus en retrait de tout ça, un petit peu plus large, et que le sportif va juste se dire, vas-y, cette séance, elle est trop fatigante, elle me saoule. Tu vois, mais peut-être que la séance est importante par rapport à la vision qu'a l'entraîneur sur le plus large, sur la planification qu'il a. Donc là, il y a une grosse question de confiance. Si tu perds la confiance en fait de tes joueurs, c'est terminé. Si les joueurs ont plus confiance en toi, ils vont plus donner à fond. Très compliqué. Si tu sens que le joueur a confiance en toi et que tu peux l'amener dans ses pas dire dans ses limites, mais de l'amener dans l'intensité que tu as envie de mettre et que lui va pouvoir mettre, c'est là où tu as tout gagné. Si tu veux, même en faisant que de la qualité, mettre l'intensité maximale. Hein. Qualité, ça veut pas dire juste faire du travail technique. Qualité, ça veut dire mettre l'intensité quand il faut, le temps qu'il faut, la charge qu'il faut, et que le mec sorte de là en ayant tout donné. Voilà, j'ai qualité, mais qualité, pas juste, voilà. Voilà, et je finirai par ma devise qui est le sportif intelligent évite l'effort inutile. Donc, mais voilà. Ça c'est sûr. Et l'entraîneur intelligent évite les efforts inutiles à ses sportifs. Ouais, d'accord. C'est sûr. Et c'est pour ça que la communication, c'est primordial en fait. Faire passer. Alors, donner les entraînements, c'est bien, mais faire passer. Pourquoi est-ce que tu fais cet entraînement? Je trouve que c'est encore mieux. Faire réfléchir le sportif. Je parle des pros, hein. C'est toujours pareil. Même si tu peux discuter avec les jeunes, mais faire comprendre à un professionnel pourquoi tu lui fais faire ça, t'as tout gagné. Parce que du coup, lui, il va cogiter, il va se dire, pour aller dans le sens de ce que l'entraîneur veut faire, il faut que je fasse ça. Mais c'est parfait. Par contre, si tu laisses le sportif dans le flou le plus total, que il sait que la semaine d'avant, pour la semaine d'après, ce qu'il va falloir faire et tout ça, l'intensité, le mental qu'il va falloir mettre en place, c'est là où tu vas le perdre très rapidement. Très, très rapidement. Tout à fait d'accord avec toi, et forcément tu prêches un convaincu parce que forcément pour échanger toute l'année avec toi, on est sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses et tu le sais. Donc voilà. Écoute, on en a fini et c'est déjà pas mal. On a quand même parlé on a fait une belle heure encore. On a fait une belle heure, 1 heure chacun, ça fait 2 heures. Donc écoute, merci à toi d'avoir. Merci à toi. Avec merci plaisir. pour ce débat, merci pour ces réponses qui ont été très éclairantes et très pertinentes. On a vu beaucoup de réactions, beaucoup de réactions par rapport à tout ça. Et puis voilà, et puis merci beaucoup Nico d'avoir été avec nous, merci d'avoir Un plaisir à ce live. Et puis voilà, prends soin de toi et puis on se dit à bientôt. Ouais, bah, je remonte vite. Bah ouais, c'est bien. Allez, bisous au poulet. À plus. Ouais, toi aussi, fais attention. Ciao. Allez, c'était long, encore une fois, 2 heures, mais bon, on prive pas son plaisir. Ouais, voilà, ouais, très professionnel. Mais j'invite que des. Voilà, c'est pour ça que sont fait ces lives aussi, c'est pour apporter aussi ce genre de personnes au débat, et c'est toujours intéressant, et c'est toujours gratifiant, et pour moi et pour nous, c'est toujours une bonne chose. Demain, il n'y aura rien, parce qu'on va prendre un petit peu de repos. La semaine prochaine, on partira sur une formule un peu diverse, un peu différente. On partira sur 3 rendez-vous dans la semaine, parce que 4, ça commence à faire un peu beaucoup. Hein. Je vois que l'intérêt va décroissant un peu, parce que peut-être ça en arrive à un moment donné où on a vu, revu. Donc on va partir sur 3. Je vais essayer de varier les formules pour que ça soit un peu plus intéressant. Et puis voilà, donc je vous dis à mardi, je vais commencer derrière la com à partir de demain pour annoncer ce qui va se passer mardi. Et puis voilà, on essaiera de continuer un peu sur cette lancée. Voilà, ben écoute Serge, avec plaisir, si c'est intéressant pour beaucoup de personnes, c'est un plaisir pour moi, et puis c'est un plaisir forcément de parler toujours de water polo et d'essayer de faire en sorte de parler de water polo de la meilleure des façons possibles. Merci beaucoup à Nico Biancoli d'avoir été avec nous, un grand merci à Alex d'avoir été avec nous aussi, et puis un grand merci surtout à vous tous. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles au poste.
Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de dimanche, un bon confinement, bon courage à tous, la santé, vos proches, la famille. Et pour un vieux comme moi, oui, pour beaucoup de monde, hein, Serge, forcément, mais pour les passionnés, c'est quelque chose d'intéressant et pour moi aussi. Donc je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, gros bisous, on se voit très bientôt, salut.